Tu es fatigué. C'est la dépression. Le monde court à sa perte. Ta femme t'a plaqué. Tes enfants sont désespérément cons. Ton patron t'a viré. Tu n'arrives pas à configurer le flux 4K sur la 360 de ton podcast. Ah merci. Tout est foutu. Mais non, pas du tout. Parce que ce soir, avec les plus beaux, les meilleurs, Herbie, le demi, Mr. D, Christophe et moi-même, c'est l'agence Too Geek et ça va claquer. Ce soir, on va parler de Microsoft. Bonsoir les geeks. Bonsoir. Déjà deuxième épisode de la saison 12504 de la TG et vous n'avez toujours pas le premier épisode en ligne, mais il y a une explication à ça, évidemment. Avant de vous donner l'explication, je vais vous la donner. Je salue notre invité. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci de venir d'aussi loin pour nous parler. Merci d'avoir décalé votre jour d'enregistrement rien que pour moi. C'est vrai. C'est merveilleux, je suis flatté. Et bonsoir Herbie. Bonsoir. Il est encore là, il n'a pas encore fui dans le sud, mais il est toujours avec nous. Ça va plus tarder. Bonsoir Ludmille. Bonsoir. Et bonsoir alors ton père, qu'on a déjà entendu dans ce générique. Magnifique synchronisation avec le générique Lord ton père, tu es au poil. Ouais, je sais. Donc pourquoi vous n'avez pas eu le premier épisode de la saison 8 ? Parce que nous sommes de pauvres airs. Nous avons du matériel défaillant. Nous l'avons encore prouvé ce soir. C'est pas de la faute de Quacos, mais c'est pas loin. Et on a une solution, Mr. D. Exactement. On a une solution. Alors le problème, est simple, elle est facile. C'est que l'enregistreur que nous utilisons, le Zoom R24, il en peut plus. Il est épuisé. Et les pistes son n'ont pas été enregistrées quand on a fait le premier épisode. Et en fait, chers auditeurs, c'est votre faute. Non, c'est pas de leur faute. Mais en tout cas, le premier épisode a été enregistré en live, donc on a le son du live qui n'est pas très bon malheureusement. Il sera bien meilleur maintenant à partir de ce soir puisqu'on utilise notre nouvelle caméra de live qui a eu un petit peu de difficulté à se mettre en ligne sur le réseau parce que on se rend compte que la journée on fait des tests sur les flux de YouTube qui sont pas encombrés et comme le dit Lord ton père, arrivé le soir tout le monde est sur YouTube et là d'un seul coup ça devient compliqué d'uploader. Il faudra qu'on fasse des tests de flux et savoir jusqu'où en fonction de l'horaire, mais il faut faire des tests horaires. Des tests horaires. Mais en tout cas là on arrive à vous diffuser une image à peu près correcte, même plutôt pas mal. Même si elle pourrait être beaucoup plus définie, mais par contre la grande nouveauté c'est que le son passe par une vraie carte son, il n'y a plus les écouteurs collés sur la petite caméra de Samsung, la Gear 760 qui nous servait avant à faire le live. C'était une bidouille. Et donc le son du premier épisode de la nouvelle saison ne sera pas bon. Ludmille travaille dessus là, elle essaye de faire ce qu'elle peut, mais je saigne un peu du son au niveau des oreilles, voilà. mais on va vous essayer de faire un truc à peu près audible. Mais on se demande bien pourquoi extra. D'ailleurs elle souffre autant avec cet épisode. Je ne sais pas. Et clairement, François, tu as raison de dire dans le live, dans le top chat de YouTube que vous allez devoir cracher au bassinet. Mais c'est normal, je veux dire, ça fait bientôt. Mais c'est pas cracher au bassinet, c'est vulgaire comme expression, mais pas du tout. 8 ans qu'on vous apporte du bonheur. C'est vrai. Non, ça n'est pas cracher au bassinet, c'est contribuer à une cause. C'est aller de l'avant, c'est donner de l'espoir. Non mais moi je et risque. De l'argent. Alors, le c'est problème complètement contradictoire avec ton intro qui était badante au possible et là tu es là. Oui, non mais j'ai eu le problème que je risque le divorce bientôt parce qu'à force d'acheter du matériel pour la TG. Sauver le couple de Mr. D. C'est ça. Exactement. Donnez votre argent. Et donc, comment faire ? Ludmille, comment faut faire ? Eh bien, je sais pas, ça commencerait pas par type et ça finirait par i, peut-être ? Alors, on va lancer le Tipeee. Alors, c'est incessamment sous peu, comme vous nous connaissez. On va faire ça très très vite. Tout est prêt quasiment. Voilà. Mais l'épisode en fin 2019 et le Tipeee vers mi-2022. Il ne manque que vous.
C'est ça. Cher auditeur, Une fois que votre carte bleue... Je vous assure que quand cet épisode sera en ligne sur le flux d'iTunes et le flux RSS pour le MP3, je vous assure que le Tipeee sera en ligne. Et là, vous pourrez aller soit sur le site de l'agence 2geeks, agence2geeks.com, soit sur ou.fr, je sais même plus. Non mais comment tu veux que je suis au point, je suis au point. L'URL. Mais non, mais c'est agence2geeks.com, bien sûr. Voilà, non, j'ai tellement l'habitude d'y aller. C'est facile, sur le site, il y aura un énorme pop-up. Voilà. Et puis, alors, évidemment, sous les vidéos et vous YouTube, ne pourrez pas le fermer. Lingo, PEA. Et puis de toute façon, il y aura le Twitter, il y aura le Facebook, vous trouverez bien le lien pour aller jusqu'au Tipeee. On va vous faire une très jolie page Tipeee. Ouais, très jolie. Elle sera bien dégueulasse. Avec une vidéo. Avec une main tendue. C'est ça. Bon, alors, cette histoire de Tipeee est donc écartée maintenant. Nous allons passer aux autres infos avant de démarrer la mission de ce soir. Oui, c'est le projet Kickstarter. C'est pas loin. Non, mais non. Et les t-shirts. Mais non, mais il y a toujours des nuits au max et des soirées. Il y en a toujours des tonnes. J'en fais de plus en plus. Alors, dans 15 jours, le 24, il y a la plus importante nuit au max de l'année. La nuit Tipeee. Ouais, c'est la nuit Tipeee, exactement. Ça commence par la même lettre. C'est la nuit au max Tarantino. Ouais. Et vous pourrez voir 3 excellents films. Et vous pourrez voir le Captain Web. Oh, me dites donc. Parce que le Captain Web, lui, il veut pas rater la nuit Tarantino. Donc, il sera là. Ah, je croyais qu'il avait tourné dans un Tarantino. Il aurait pu, évidemment. Il est Tarantino. Ah, et donc, vous pourrez voir Reservoir Dogs. Vous pourrez voir... c'était quoi déjà? Reservoir Dogs, Pulp Fiction. Et Une nuit en enfer. Merci Ludmi. Alors Pulp Fiction, c'est le grand classique de Tarantino qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir sur grand écran. Mais surtout, Reservoir Dogs, ça, je pense que le film n'est pas ressorti sur grand écran depuis... Très longtemps. Quasiment sa sortie, je crois. Depuis sa sortie. Hein. Et voilà, on a un DCP qui est pas mal. Alors le film est ancien, hein, c'est un des premiers, c'est le premier de Tarantino, donc c'est la qualité un petit peu roots, quoi. C'est Tarantino aussi. Mais c'est bien, c'est vachement. Le film est génial. Et donc si vous l'avez jamais vu, c'est l'occasion. Et en plus sur l'écran du Max, dans l'ambiance du Max Inter, il y a déjà beaucoup de monde. Hein. Il reste plus énormément de place en fait, donc ne tardez pas si vous voulez venir, c'est la bonne occasion. C'est pour les auditeurs du live évidemment. Exactement. Non mais là pour le coup. Non mais on est bien d'accord. Ensuite, les autres soirées, c'est la semaine prochaine, le 16 et le 17, hein, c'est ça? Oui. Demi. Alors le 16 c'est Food Anime. Oui, c'est ça. Food Anime au club de l'Étoile, Cabaneri. On va projeter ces deux films Cabaneri. C'est le même studio que l'Attaque des Titans. C'est du steampunk, c'est de l'action, ça a l'air vachement bien. Ouais, Allez voir la bande-annonce de Cabaneri, vous la trouverez facilement. Il y a d'excellents bento en plus de pouvoir regarder un excellent animé. Il faut d'ailleurs que je publie sur la page Facebook de Food Anime les images qu'on a pris en photo la dernière fois. C'était très sympa. Parce que les gens étaient ravis de leur nourriture, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient avoir un vieux truc surgelé. Et en fait, ils ont eu un excellent bento fait par nos amis de Bulma, et c'était très bon. Et chacun avait sa boisson, son petit dessert. Enfin, on vous a soigné, quoi. Ça s'est bien passé. On vous a bichonné. Exactement. Ça fait partie du pack quand tu prends la nuit au tu max. prends alors, c'est pas une nuit au max, ça se passe au Club de l'Étoile. C'est plus convivial, il y a que 150 places. On était plus une centaine la dernière fois, donc c'était vraiment bien. Et ça a validé aussi le principe. J'étais un peu angoissé l'idée de manger le bento dans le cinéma et puis. Le proprio. Et en fait, ça s'est très bien passé. D'abord, les gens sont assez propres, donc ils ont fait attention. Et puis, ça a bien fonctionné. Et puis, les films étaient très chouettes. Kizu Monogatari, c'était très chouette. Et donc, la Cabaneri, ça va être très sympa aussi. Et ça, c'est la semaine prochaine. Vendredi. Allez sur la page Facebook des Nuits au Max. On relaye tous les liens de tous les événements qu'on fait et au Max et au Club de l'Étoile. Et puis le dernier, merci Guillaume de signaler que le bento était très bon. Et c'est vrai. Jamais 203. Oui, il y a une troisième soirée qui est le lendemain. Alors, ça sera pour ceux qui soit ont le courage, soit préfèrent cet autre style de soirée. Parce que là, on est dans quelque chose de très différent, puisque c'est la double affiche Starfix consacrée à Russell Mulcahy. Et nous verrons Razorback, qui est un excellent film australien, son premier d'ailleurs. Là, on bouffe du kangourou. On bouffe du kangourou. Et la suite, on verra dans la soirée, on verra Highlander avec Christopher Lambert. Et la bande-son de Queen. Et la bande-son de Queen. C'est d'excellentes chansons. Ouais. Top. Pour ceux qui ont aimé Bohemian Rhapsody, vous pouvez aller voir d'autres chansons qui ne sont pas dans ce film-là.
Il y en a une dans le film. Oui, il y en a une, c'est Who Wants to Live Forever. Ouais. Ah ouais, elle était chouette. Qui est aussi qui est tiré de la bande originale. Avec Cricri. Avec Christophe Lambert de Highlander. Tu fais bien le Christophe Lambert. J'essaye. Donc voilà, donc ça, vous l'aurez remarqué, l'actualité des événements cinéma liés au Nuo Max. Ça bouge fort. Ouais, il y a beaucoup de choses. Mais c'est bien, enfin, je veux dire, je suis content. Voilà, et après, prochain épisode, on vous dira ce qui se passe en décembre, mais à mon avis, il n'y aura que du food anime et peut-être une double affiche Starfix. Ah oui, d'ailleurs, la double affiche Starfix, elle a déjà été annoncée, c'est celle consacrée à Christophe Gans, où on pourra revoir le Pacte des loups sur grand écran et Crying Freeman. Voilà. Donc, avis aux amateurs, il y a peut-être des chances que Christophe Gans passe nous voir, puisque c'est une double affiche Starfix, et que ce serait quand même dommage qu'il ne vienne pas. On va lancer la mission ce soir, la mission, et c'est parti. Voilà, c'est plus court qu'avant, mais au moins, ça a le mérite d'être sobre. La mission ce soir, bon, c'est pas si compliqué que ça. Avec Christophe, on échangeait sur Twitter depuis quelques temps. Et je lui dis, mais le jour où tu passes à Paris, viens nous voir, on parlera. On parlera ensemble, on fera une émission ensemble. Et il se trouve qu'il est venu sur Paris et que tu participes à un forum Microsoft, organisé par Microsoft, c'est ça ? Ouais, une conférence organisée par Microsoft qui s'appelle Experience. Ouais. J'y vais régulièrement, le plus régulièrement que je peux. Et a priori, pour l'instant, ça fait toutes les années, ça fait 4 ans que j'y vais. Et c'est réservé aux professionnels ? C'est ouvert à tout le monde, mais ça se passe en 2 jours. En fait, c'est la suite d'un événement qu'ils faisaient depuis déjà très longtemps qui s'appelait les Tech Days, historiquement, dans les ères Microsoft précédentes. On en revient, on en parlera. Mais maintenant, ça s'appelle Microsoft Experience et ça fait 3 ans. Et c'est ouvert à peu près tout le monde, c'est gratuit, donc ça c'est intéressant. Et c'est sur 2 journées, tu as une journée business, donc c'est surtout les partenaires, l'écosystème autour de Microsoft, networking, voilà. Et tu as une deuxième journée technique. C'est ma préférée, où tu as vraiment des développeurs en face, ou autant des gens de Microsoft que des gens qui ont pu mettre ça en place chez eux. Donc beaucoup de retours d'expérience et beaucoup de partage avec eux. Voilà. Ça permet de faire remonter peut-être l'information pour les gens de chez Microsoft, des utilisateurs alors c'est pas l'objet de ces conférences-là. Non, c'est plus entre vrai tech... Oui, c'est plus, en fait, il faut redescendre un petit peu la bonne parole, si je peux dire, mais en tout cas, ils partagent un petit peu les nouveaux services qu'ils proposent, les nouvelles technologies, et ils les démontrent, ou ils expliquent un petit peu les bonnes pratiques pour les mettre en place au sein des entreprises quand tu en as besoin. Voilà, alors ils poussent beaucoup sur les technos, donc il faut faire un petit peu la part des choses entre ce qui est vraiment du marketing qu'ils cherchent à mettre en avant, et des choses intéressantes que tu peux en retirer d'une vision plus stratégique du marché, ou des évolutions plus généralement dans ces milieux-là. Voilà. Bon, alors ça c'est pour ça que tu es à Paris, mais avant de rentrer peut-être présenter... Voilà, c'est ça, avant de rentrer plus à fond dans le sujet, puisque donc on va parler un peu de Microsoft ce soir, déjà on va laisser l'UNMI faire sa chronique, parce que j'oublie toujours de la laisser... Non, mais je commence à m'y habituer, hein. J'attends mon heure. Tu attends tranquillement, et après on en dira plus sur Christophe, pour ceux qui n'ont pas la chance de le connaître déjà, mais qui vont le découvrir. Auditeurs, auditrices, geek, geekette, Mr. D, Lord ton père, Herbie, cher invité. Après avoir ainsi énuméré tout le gratin du net ici présent et gagné quelques secondes sur ma chronique, je viens solennellement vous apporter des nouvelles du front. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une horrible guerre fait rage sur les ondes depuis des décennies. Au monde de l'informatique, il était une fois 2 frères ennemis, 2 clans rivaux, 2 castes irréconciliables. Que dis-je irréconciliables ? Un véritable choc des titans. C'est Microsoft contre Apple. Le retour, la vengeance, le retour de la vengeance. Un éternel affrontement entre ces 2 géants des ordinateurs, aux écrans aux bords plus ou moins arrondis. L'un aime se vêtir de blanc et pianoter sur des claviers à la fois fins et design, arborer des économisateurs d'écran à rendre épileptiques des chatons sous acide. L'autre préfère la sobriété du noir, les fonds d'écran documentaire Arte et les bonnes grosses touches de 4 cm d'épaisseur où Monsieur Tout-le-Monde peut rageusement écrire un mail de réclamation à Orange avec le son de mitraillette adéquat. Plus sanglante que la bataille qui opposa Nintendo et Sega, plus clivante que la rivalité entre Metz et Nancy, plus effroyable que Alien vs Predator 2, choisir Apple ou Microsoft, c'est véritablement affirmer une identité et le mode de vie qui va avec. Chacun possède son cri de ralliement, son étendard, fenêtre quadricouleur pour l'un et pour l'autre la pomme de Discord. Oh, pas mal le jeu de mots avec Discord. Mais aussi ses grands Manitou, big bosses de notre vie 2.0, messieurs Steve Boulot et Bill Porte en version française SVP. On pourrait même aller jusqu'à inventer des écussons et des devises pour les utilisateurs ayant définitivement vendu leurs âmes à l'une ou l'autre de ces grandes maisons.
Ayant été biberonné à Harry Potter et les animaux fantastiques en vadrouille à Paris arrivant la semaine prochaine dans nos cinémas, je ne peux m'empêcher de vous proposer de facto une petite devise à la Poudlard qui résume nos 2 super multinationales de l'informatique ++. À savoir, sed etiam res parui dulci artificibus facta non, traduction de du sacro-saint adage connu de tous et par tous, mais ici formulé en latin pour jouer la carte de l'originalité. Apple, c'est cher, et Microsoft, ça bug. Vive Linux. Rien de nouveau donc... Ça commençait déjà dans le chat. Ah bah, tu vois. Qu'est-ce qui est dit? Bravo les gars, vous savez. Rien de nouveau donc sous le soleil, nihil nobis sub sole. J'ai eu plus de mal à le dire, mais c'est pas grave. Ah non, c'est bien, bravo. Mais nous n'allons pas verser dans le puits sans fond des blagues opposant PCistes et machiens. Cependant, un brin d'humour assaisonné d'un petit peu de mauvaise foi ne fait jamais de mal. Et pour une profane comme moi, à tendance plus ou moins Microsoft, j'avoue avoir quelques interrogations envers mes confrères adeptes du Mac. Quand j'en rencontre un qui me paraît un peu lucide, je ne peux pas me retenir de lui demander... C'est pas moi, ça. Non, c'est pas toi. toi. Où allez-vous, camarade? Le stylo sur le chéquier. Et lui de me rétorquer nous allons à l'Apple Store, viens donc rejoindre notre armée. La voilà la blanche admin, vive Internet et configuration. La voilà la blanche machine, vive carte mère et application. Vous connaissez la chanson. Mais ce soir, loin d'entonner la Apple Rhapsody, nous allons plutôt nous pencher vers l'autre morceau de choix qui siège sur le podium du top 50 informatique. Le monde merveilleux de Microsoft s'ouvre à nous, chers amis, mais n'y allons pas seuls. Il nous faut notre guide, un peu notre magicien d'OS à nous. Sauf qu'il ne sera pas DOS, mais DOS pour OS, Operating System. Voilà. Je me sens dans l'obligation d'expliquer ma blague parce que c'est pour dire si je ne me suis pas je me sens déjà un peu perdu dans cet univers. Mais nous l'avons trouvé notre guide, mes chers compagnons. C'est notre invité, chroniqueur du podcast Geek Inc. et fin connaisseur de Microsoft. Il est ici ce soir pour nous accompagner sur la route de briques jaunes, vertes, bleues et rouges de l'une des plus grandes entreprises informatiques de tous les temps, Microsoft. Et ça, mon cher Christophe Caminas, c'est sacrément geek de votre part. Bravo! Il y a eu un beau compliment de Mac Bernick dans le top chat. La chronique est géniale. Qui dit j'adore, on dirait du Desproges. Oh, ça pouvait. Voilà. Alors là, tu pouvais pas lui faire plus plaisir parce qu'elle est fan de Desproges. Ah bah oui. Je l'avais noté, effectivement, j'ai remarqué qu'effectivement il y a des. Je suis une grande fan. Merci beaucoup. Au début, Très bien. C'est un beau compliment que je vais garder. Bon, alors, on me dit que... Alors, Camille me dit qu'il faut parler du BSOD. Blue Screen of Death, oui. Voilà. Bon, alors, on va prendre les choses dans l'ordre, hein, parce que sinon, c'est parti pour une émission de 3-4 heures. On va éviter les trolls. On va éviter les trolls, mais on va commencer par revenir à Christophe et décrire rapidement ton parcours. Aujourd'hui, on te connaît parce qu'on te voit sur les réseaux... Geeking, de Geeking. C'est plus Geeking. Alors c'est plus Geeking. Zut, c'est plus. Je m'en vais. C'est Beats maintenant. Alors Beats c'est l'émission et le collectif en fait derrière lequel on s'est regroupé pour partager différentes émissions, c'est Studio Renegade maintenant. C'est ça. Studio Renegade. Ils sont à Bordeaux. On est à Bordeaux, ouais. Ouais. Et alors d'ailleurs, Christophe m'a amené, je le remercie, une bouteille. Ma chérie, si tu m'écoutes, on a une petite bouteille de Bordeaux à déguster ensemble, grâce à Christophe. Voilà. Mais ça, c'est les avantages d'être le patron du podcast. Et la mauvaise nouvelle, c'est que je reviens avec Mr. D pour picoler la chute. Évidemment, tu es le bienvenu. On vient tous. Vous êtes tous le bienvenu. Toutes et tous le bienvenu. J'en ramènerai d'autres la prochaine fois. Avec plaisir. Non, mais il faut venir. Il faut qu'on aille à Bordeaux pour en déguster sur place. Venez. Donc oui, Studio Renegade, donc qui est né sur les cendres de Geeking. Dans Geeking, c'était plus dans l'ère du podcast en fait, et c'était autour d'une émission d'abord principale qu'avait fondée Cédric avec Julien à l'époque. Donc ceux qui étaient là le savent. C'est fini maintenant, on n'en parle plus de Julien, mais il y a une époque encore beaucoup étaient là. Ah, il est où Julien? Mais c'est fini. Donc c'était plutôt l'ère du podcast, et en fait c'était autour d'une émission plus thématique sur l'univers geek au sens très large. Et quand on a voulu élargir un petit peu le projet, sachant que le collectif s'appelait déjà Geeking, qu'on avait un doublon entre le nom de l'émission et le collectif, on a voulu mettre d'autres émissions, mais du coup il y avait toujours la bannière Geeking, du coup il y avait un petit peu ce double nom. Et puis on a voulu se tourner un peu plus vers le live plutôt que le podcast. Et donc on a
créé derrière Studio Renegade, qui va plutôt être là pour assurer tout le partage du lieu en fait d'enregistrement, du matériel, des auditeurs aussi également, et des moyens plus généralement. Et derrière, on a plein d'émissions qui sont venues se greffer, et en plus de ça, on a beaucoup plus de streams, puisqu'on a fait le choix de la plateforme Twitch pour faire du live. Oui. Qui est une plateforme d'abord dédiée plutôt connue pour l'univers du gaming, donc on a beaucoup de gens qui viennent streamer du jeu, donc on a aussi du stream de jeu, on a des émissions dédiées au stream de jeu, et après on a plein d'émissions thématiques qui sont plus uniquement autour de la culture geek en général, voilà. On a, alors je peux faire le tour des émissions, mais allez voir studiorenegade.fr, vous avez toutes les pages des émissions. Donc on a de l'électronique, du do-it-yourself, on a du dessin, on a du rétro gaming, on a donc Beats sur l'actu tech, voilà. On a ça c'est ton émission plus précisément. Alors je la co-anime, je suis pas tout seul dessus, mais je la co-anime avec Cédric, c'est celle où je participe effectivement régulièrement, donc tous les mercredis soirs en live à 20h sur Twitch. twitch.fr/Studio Renegade. Et on le répétera. On le répétera. On mettra dans les liens. Il y aura tout ça. Et après, dans notre émission, donc il y a Hello World sur la partie développement. Donc on a du développement du codage, qui est fait, du coding qui est fait par notre ami Pierre. Qu'est-ce que j'ai oublié? Électronique et vous, une émission, je l'ai dit, sur l'électronique. Il y en a plein d'autres. Retro Gaming Bros sur Retro Gaming. Retro Gaming Bros. Alors ce que tu nous disais, ce qui est rigolo, c'est que ça fait donc RGB. C'est ça, c'est pour ça qu'on l'a choisi. Voilà. Mais alors, il se trouve que vous avez une grosse association sur Bordeaux qui s'occupe de rétro gaming aussi. Et qui s'appelle Retro Gaming Bordeaux, donc ça donne aussi RGB. C'est les rétro gamers de Bordeaux, tout à fait. Donc on a RGB, et on a souvent dans l'émission Raco, qui est le président de justement cette association sur Bordeaux, qui vient co-présenter avec nous. Alors c'est une association apparemment qui est très active. Ils ont un projet de musée, ils font plein de trucs. C'est pas directement. Alors ils sont très actifs, ils ont beaucoup de contacts avec des gens déjà issus du monde du jeu vidéo de l'époque. Donc on a pu recevoir des journalistes de l'époque. Ça c'est chouette. Voilà. Donc ils sont assez connus dans le milieu là, et ils sont très vieux surtout. Qui sont très vieux, tout à fait. Ils bougent encore. Ils bougent encore. Ils végètent. Exactement. Oui, il y a un des membres en fait de cette association là qui cherche à monter le musée du replay en fait sur Bordeaux pour créer un musée permanent en fait sur des présentations de vieilles machines. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime. Exactement. Voilà. Et tout ce que les fabricants aiment nous proposer, parce que qu'est-ce que ça y va, les vieilles machines, ou sur ta nouvelle console, tu peux racheter à prix hors de prix des collections de vieux jeux auxquels tu finalement ne joueras pas. Je pense surtout à la Switch qui quand même nous vend du jeu, du vieux jeu rétro gaming à 6 ou 10 euros le jeu. Et c'est hallucinant. Tu rachètes à chaque fois, ça marche. Ouais, j'ai un peu, mais j'ai arrêté là, parce que franchement... j'ai craqué sur toutes les collections Neo Geo dessus, parce que... Il y a des belles choses. Puis elles sont arcade perfect pour certaines, donc elles sont vraiment bien faites. C'est vrai. En mobilité, mais elles sont super dures à jouer. Moi j'en ai acheté deux de l'époque. Voilà, je me suis rendu compte à quel point j'étais mauvais. Mais je suis pas... non mais je suis pas sûr en plus que la Switch soit la console la plus adaptée pour se défouler dessus, parce que les paddles sont quand même tout petits. Ou alors il faut brancher un vrai stick de rétro gaming sur la Switch. C'est faisable ça? Alors oui, c'est faisable. On a pu tester du matériel comme ça que fabrique 8BitDo, qui est dédié en fait aux manettes. J'adore ces gens-là. Ils rééditent des manettes. Alors maintenant un peu moins. J'appelle ça 8BitDo, mais oui, 8BitDo en fait c'est logique. C'est des Hongkongais, non? C'est des Hongkongais, oui, tout à fait. Et en fait, ils rééditent des manettes dans le look de l'époque. Alors un peu moins maintenant parce qu'ils se sont fait taper dessus par Nintendo. Mais ils rééditent des manettes qui sont compatibles Switch. Donc ils ont fait des sticks arcade aux couleurs NES, par exemple, qu'on peut mettre à jour et connecter en Bluetooth à la Switch. Qui sont magnifiques. Et qui sont vraiment, vraiment très très bien. Moi j'avais acheté, oui, Lord ton père, j'avais acheté la version 8BitDo. Il y a un moment déjà, quand ils avaient sorti... Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là ? Ils avaient sorti une édition spéciale en hommage à Apple. Ah oui, magnifique. Et c'est la manette 8BitDo aux couleurs d'Apple, mais d'époque, de 78. Avec l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel. Avec aussi la petite feuille. La petite feuille, mais c'est surtout le côté marron crème du plastique de l'époque de l'Apple II. Et il y avait une espèce de socle en métal qui est très beau, à la forme de l'Apple IIe, sur lequel on pose la manette. Et j'avais pas poussé le vis pour acheter le dongle qui permettait de brancher la manette 8BitDo pas en Wi-Fi, en Bluetooth sur un Apple II. C'était possible. C'est vrai, ça j'ai pas vu. Mais je l'ai pas pris parce que je me suis dit mais je vais jamais l'utiliser quoi. Tu vas faire quoi avec à la manette non, j'ai pas pris le dongle. l'Apple II quoi. Si t'as beaucoup de jeux qui servaient du joystick sur l'Apple II, ouais, bien sûr.
énormément. Mais sauf que, alors j'adorais en plus le stick de l'Apple II qui était vachement agréable, c'est de stick justement marron carré avec le manche très fin, très agréable à utiliser. Je signale que le chien de Dr No en a mangé un et que j'ai les restes. Et les restes du chien, j'espère. Ouais, voilà. Alors, le chien est mort depuis longtemps, mais j'ai les restes du joystick. Ça. Ouais, c'est ça. Tu manges pas mon joystick. et donc voilà. Et Bidou, une boîte exceptionnellement. Ils font du très bon matériel. Alors on trouve beaucoup de choses dans l'intro gaming, tu l'as dit. Il y a beaucoup de matériel. Des gens qui en profitent en fait sur cette vague. C'est une vague constante, mais elle commence à atteindre un certain pic. Beaucoup de gens qui réditent du matériel de plus ou moins bonne qualité. Avec Bidou, ils sont arrivés avec du matériel déjà de bonne qualité. En fait, les plastiques étaient bons, le matériel derrière était suivi, il y avait des mises à jour possibles, pas mal de plateformes supportées. Ils ont montré qu'ils pouvaient supporter également les mises à jour derrière, donc c'était plutôt bien fait. Ils continuent de sortir du matériel intéressant. Même s'ils ont un peu moins accès aux licences Nintendo, ils peuvent plus refaire les manettes comme à l'époque. Ouais. Je les ai, moi. Des vraies manettes Super Nintendo, il y a l'identique, vraiment. Mais en version Bluetooth, sans fil, tout ça. Ouais. Bah, alors, moi, j'ai les versions au design de 8BitDo, au design arrondi. Voilà, que je trouve vraiment très agréable. Que j'utilise pas d'ailleurs. Mais... C'est pro. Ouais. C'est vrai. Voilà, mais tu peux me regarder de travers de ton père, mais tu sais, il y a tellement de choses dans ma cave magique que je n'utilise pas qui prennent la poussière. Voilà. Pour la déco, c'est la caverne de Mr. D. Ça, c'est ma caverne. Alors, Christophe, continuons où tu en étais. Tu as présenté les podcasts. Et j'ai oublié une dernière émission, la matinale, que Cédric anime, pour le coup, il l'a tous les matins lui aussi. Oh là là. À quelle heure À quelle heure À 11h. Je dis pas de bêtises, il doit faire de 8h à 9h. Et en fait, il fait sa revue tech. En fait, il le faisait déjà dans son coin et il a décidé de le faire en coop. C'est une revue tech en coop, c'est-à-dire qu'il déroule son flux d'actu et puis il en discute avec des gens qui interviennent en live, en fait. Des gens qui nous suivent, qui interviennent et qui peuvent échanger avec lui ou proposer des sujets et en discuter directement. Voilà. Donc là, on a poussé l'idée du live et de l'interactivité au maximum avec des gens qui nous suivent. C'est assez magique, moi je dis. Voilà. Alors ça, c'est toute ta partie podcast, activité podcast. Ça, c'est le soir. Voilà. Le soir. C'est après le boulot. Mais la journée, t'as du boulot quand même. La journée, j'ai du boulot, tout à fait, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau ? Alors, historiquement, je suis plutôt développeur, en fait. Et plutôt, c'est ça. Alors après, tu évolues, tu vois, tu changes un peu. Chef de projet. Non, ouais, si, j'y suis passé, mais moins maintenant, en fait. Mais oui, en fait, je viens du monde du développement et j'ai commencé ma carrière dans l'écosystème Microsoft, en fait. Oh là 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 là, développement mon pauvre garçon. Mais je sais pas, mais ça forge quelqu'un. Bah, c'est comme ça, hein. Après, tu vois. On choisit pas ses parents. Non, exactement. C'est ça. Hein, non, moi, je suis tombé dans le Mac. On choisit pas ses parents. Donc, Christophe, développeur sur Microsoft et depuis, tu as évolué dans d'autres sphères. Ah oui, c'est ça. Je me suis ouvert après à d'autres choses, mais comme Microsoft a pu le faire sur d'autres choses, mais oui, moi j'ai commencé. Par la fenêtre. Ouais, c'est ça. Pour aller manger une pomme. Pour continuer sur le jeu de mots. Et en fait, j'avais commencé à développer sur attention, casquette de vieux. Sur BOS. Sur des Pocket PC en fait. Ah oh là là là. C'est vrai, hein. Ah donc t'as pas choisi le truc le plus facile. Non. Bah non, mais à l'époque c'était le truc porteur. En fait, on avait c'était une petite boîte, on était peu nombreux, on avait monté une structure en disant on va réussir à faire des saisies sur Pocket en mobilité. C'était avant la mobilité, avant l'ère des smartphones et tout ça. Ouais. Non mais ils ont raté, clairement ils ont raté un truc. Bon, on va pas commencer le débat maintenant, mais ça a plutôt bien marché, c'est-à-dire que ça permettait d'avoir une bonne visibilité, de se faire voir en fait, mais en fait c'est pas ça qui vendait au niveau du business derrière. Ça a pas été très grand public le Pocket PC. Non, mais en fait, on va revenir. Tu peux faire un parallèle entre le Pocket PC de l'époque et le Windows Mobile de maintenant, même s'il est plus là. Les deux ont foiré quoi. Les deux ont pas trouvé les mêmes cibles identiques, mais côté business en fait ça a quand même trouvé une certaine cible. Et le Pocket PC, c'est pas ça qui servait de support OS au premier GPS que tu démarrais sur du Pocket PC. Il y a eu de tout, il y a même eu. Alors, en fait, le Pocket PC c'était basé sur du Windows CE qui était en fait le Windows version embarquée. Alors ton père vient de vomir. Le Windows CE, ça me. Attends, je vais t'achever parce qu'il y avait le Windows CE, il équipait même des ordinateurs de bord de certaines voitures. C'est pour ça que les accidents de voiture ont augmenté. Il y avait des BM qui étaient équipés de ça. Oh la et donc on parlait des Blue Screen of Death tout à l'heure, mais moi j'ai déjà vu une BM avec l'ordinateur de bord qui reboot pendant que tu roules. Donc voilà. Ouais, mais heureusement, il n'est pas connecté avec les systèmes de conduite. Non, ce sont deux choses séparées. Ils ont prévu le coup, si tu veux. Pas fou. Non, pour l'autre côté, ils avaient mis du Linux embarqué, trucs comme ça. Ah, c'est dingue.
Donc voilà. Oui. Et comment t'as glissé dans cet univers du podcast et des émissions Windows CE. Non mais je veux dire, on débarque pas à faire du podcast comme ça. Moi j'ai eu le bonheur de rencontrer l'équipe de l'apéro du Capitaine qui m'a Ou le malheur. qui m'a initié. Mais toi, c'est venu comment ces histoires de podcast? Alors c'est venu, alors comment j'ai découvert le podcast, je saurais pas te dire, mais en recherchant, pareil, je devais m'ennuyer avec mon mobile. Avec ton Windows CE. Il n'y avait pas la 4G, il n'y avait pas de podcast sur Windows CE, ça n'existait pas, il n'y avait pas d'appli pour ça. Il n'y avait pas d'appli tout court. Il n'y avait pas d'appli tout court. Si, celles qu'on développait, mais c'était pas grand public. Donc en fait, j'ai dû découvrir ça en cherchant sur le net, je sais pas, et c'était, je crois que les premiers effectivement que j'ai découvert, ça devait être, c'est ça, la peur du Captain, Geeking en même temps, surtout en cherchant en fait à m'alimenter en news geek et en mobilité, c'est-à-dire que voilà, en marchant, en se promenant. Et donc oui, sur Android, au tout début d'Android, j'avais récupéré ça. Et après, du coup, comment tu franchis le pas de passer de l'autre côté du micro? Eh bien, ça a été marrant parce qu'en fait, du coup, après, tu suis régulièrement les podcasts et tu te rends compte que tiens, mais Geeking s'est tourné dans la région de Bordeaux, tiens, moi aussi, je suis pas dans la région. Et puis, Geeking a commencé à se mettre à la vidéo live et je me suis rendu compte qu'en fait, derrière la caméra à l'époque, le régisseur, la personne qui filmait ça, c'est un ami d'enfance à moi. Trop drôle. Alors, Robert, T'as un pistonné. Donc, voilà, T'as un pistonné, mais- Christophe. Mais dis donc. Et donc il est plus dans l'équipe depuis, mais Et en tu plus, l'as il a viré, viré. donc fort. donc voilà, non, il est parti vers d'autres sphères. Et du coup, oui, je l'ai recontacté. Je lui ai dit, tout c'est génial, machin de ça. À l'occasion, il faudra qu'on se revoie. Et puis on a mangé ensemble un soir. Et puis il y avait un tournage Geeking, on en a parlé. Il cherchait d'autres chroniqueurs. On a fait des essais. Je crois qu'en fait, ma première vidéo de Geeking, c'était pour un test de manette 8-bit-do en plus, tu vois. Ah bah super. Une des premières, on a fait un test et ça s'est plutôt bien passé. Puis on a renouvelé l'expérience et puis on a continué régulièrement. Et puis on a créé de nouvelles émissions, etc., etc. Voilà. Et pourquoi je continue? Parce qu'en fait, c'est des choses que j'ai pas l'occasion de faire, de partager à la maison. Tu vois, quand tu parles de tech ou de rétro gaming à la maison, tu parles à tout seul ou tu parles dans le miroir et puis voilà, t'as pas de répondant. Ouais, Alors t'as les gens qui lèvent les yeux au ciel. Voilà, c'est il ça. nous fait chier. Ah non, C'est il va pas remettre exactement ça. Je connais tellement ça. Alors que là, tu vois, tu peux échanger, t'as du répondant et puis t'as des gens à qui s'appeler, qui viennent te voir pour ça. C'est génial. T'as tort de dire ça à l'ordre de ton père parce que moi je connais l'ordre de ton papy et il est plutôt geek et tech, ton papa. Dans une certaine limite. Ah ouais, enfin. C'est quoi ton histoire de podcast? Alors j'explique ça. Un jour il a écouté comme ça, il dit, c'est très vulgaire quand même. Tu l'as pas fait écouter l'agence Tout Geek. Tu l'as fait écouter l'apéro du Capitaine. Puis après il a levé les yeux au ciel en disant Ouais, n'empêche que Irrécupérable. c'est l'ordre de ton papy qui avait un bebop dans son bureau que j'ai récupéré. que tu as récupéré. J'ai un Magnifique, magnifique. Tu nous avais pas dit qu'il avait je vais y arriver, Apple une Watch. montre Apple Watch, c'est ça Ouais, aussi. carrément, Donc ouais. Geek ton Ah, il a eu papy, toutes les versions, quoi. Lord Il y ton en a de papy. la deux, la Non, mais il est super geek. Donc, ça serait pas Christophe. mal ça, on pourrait faire un parallèle des parents de podcasteurs, voir comment ils acceptent ça. Ouais, alors moi non. Mais on va éviter. Alors, moi, mes parents, c'est marrant parce qu'ils regardent de temps en temps, ils ont été intrigués au début, et maintenant, ma mère m'envoie des SMS. Oh, t'as vu ça? Faut que t'en parles, Ah, machin. c'est top. c'est trop Ça bien. c'est top. Ça c'est top. Et du coup, Moi, en c'est fait- mon épouse, moi, qui me rencarde, qui me donne des infos. Ah, c'est Elle, pas elle, mal. elle est geek. Enfin, Oh, le geek ta femme. Oui, elle Ouais, utilise du matos, ouais. Voilà, à fond sur le bateau. Mrs. D. ouais. Elle a pas le Ouais, choix. elle Mrs. sait. D. Non, elle est pas à fond sur le matos, mais elle l'utilise. Elle s'en Puis sert elle connaît. souvent. Ah ouais, Puis elle elle connaît. sait ce qu'elle veut. C'est souvent, c'est cher. Bonsoir. Bravo. Bonsoir. Et bonsoir, ma Bonsoir, chérie. Mrs. D. Donc, non, mais mes parents, non, par contre, pas du tout. Alors, je crois que ma mère est restée même pas- à l'iPad 1 Même pas ton beau-père parce qu'il et est- il aimerait bien. parce qu'il a, mais il a de l'ordi à la maison. Ouais, il aimerait bien, ouais. Mais c'est dur, c'est très très difficile. On l'a ou on l'a pas. Par contre, j'ai une grand-mère qui a 97 ans qui a un smartphone. Bon, Pas mal. après, des fois, elle le reboot ou elle efface tous les contacts sans trop savoir comment, mais elle aime bien bidouiller avec. C'est assez marrant. Donc voilà, non, mais comme quoi, il y en a pour tous les âges. Mais elle publie pas sur Twitter et Facebook, pas encore. Elle est pas sur Twitch. Non, elle est pas sur Twitch. J'imagine. Ah, c'est. Oui, non, là, c'est- Ça pourrait être marrant. Donc, Ouais, facture génération. voilà, une grande carrière de chroniqueur, de journaliste s'est ouverte à toi et tu t'es engouffré. En journaliste, je dirais pas ça, non, quand même pas, mais. de chroniqueur sur Oui, Twitch. chroniqueur, de partage d'actu-tech et de passion au sens plus général. Parce Bah qu'en oui. fait, il y a deux sujets qui m'animent principalement dans Bits, dans l'émission Tech. On fait la revue Tech, donc on partage en fait les news qu'on a pu retenir. Et puis on débat pour les sujets sur lesquels on peut débattre avec notre audience. Et puis il y a des sujets que moi j'aime bien creuser où je cherche, en fait je suis curieux de nature et j'aime bien aller comprendre des choses. Donc il y a des choses qui vont m'attirer et je vais aller creuser le sujet pour essayer de comprendre ce qui se passe derrière.
Et moi, ça me plaît. Et du coup, j'aime bien le partager, cet aspect-là. Voilà. Tu vois, dernièrement, le dernier sujet que j'ai creusé, c'était le ray-tracing, en fait, puisque Nvidia a annoncé ses nouvelles cartes graphiques avec la série 2000 avec l'appli ray tracing, je crois, qui est supportée par DirectX 12, je sais pas combien. C'est exactement ça, tout à fait. Tu suis bien, t'es au top. Ah, je suis au taquet. Ah bah ouais, attends, l'apéro du Capitaine, quand même numéro 1 sur le high-tech. Hein. Ouais. Génial. Et moi, genre, je vais me répéter, mais je faisais déjà du ray tracing sur Atari à l'époque, donc tu vois, du rétro-computing même avant. Non, mais surtout, si tu m'autorises, ouais, pour bien comprendre cette histoire de ray tracing, c'est qu'autrefois, il y avait je sais plus quel logiciel on utilisait autrefois pour faire du rendu de ray tracing. Pauvret, exact. C'était en ligne de commande, je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Et à l'époque, pour calculer une image en ray tracing, donc c'est ce qu'on appelle le lancer de rayon, c'est-à-dire qu'on lance des rayons et on voit le parcours du rayon et on détermine la couleur finale du pixel par rapport aux différentes réflexions qu'on peut avoir sur la scène. Mais pour calculer une image en ray tracing, notamment sous Pauvret, j'avais oublié ce nom. C'était mais pour une image, c'était je sais pas, 3-4 heures de calcul, facile. Oui, facile, oui. Ça dépendait de la complexité de la scène. Exactement. Et aujourd'hui, c'est effectivement avec la série 2000 des nouvelles cartes graphiques Nvidia et les drivers et l'évolution de l'API DirectX qui vient de sortir, ils font du ray tracing. Alors, c'est pas du vrai ray tracing complètement, je crois qu'il y a quelques artifices, il me semble. Hein. C'est ça, je dis pas de bêtises, non. Tu me corrigeras, mais sauf que c'est en temps réel. Bah oui. Enfin, je veux dire, quand tu dis ray tracing, et puis temps pas réel, sur une image 640 par 480, on est sur du Full HD, voire plus. Et je crois à 60 images secondes. Et même à l'époque, les grosses Silicon Graphics, celles qui étaient le genre là, comment elle s'appelait, c'était pas l'Oxygène, c'était l'Indigo. Non, mais l'Indigo, c'était des petites. Je crois que ça existait aussi. L'Oxygène, celle qui faisait SGI. 40 kilos, c'était un frigo, quoi, le truc, avec des cartes monstrueuses et tout. Vous avez des vidéos sur YouTube si vous voulez voir les vieilles SGI. Et même les SGI de l'époque des débuts des années 90 qui étaient des bœufs, des monstres. Il y avait le Reality Engine ou un truc comme ça. Et même là, le truc ramait pour faire du ray tracing. Et aujourd'hui, on te dit du ray tracing en temps réel. Et là, tu baves comme une bête. C'est le futur. Le futur. Ouais, excuse-moi, je te rends le non, micro. mais c'est très bien. Enfin, c'est passionnant. C'est intéressant de partager ça. Oui, donc voilà. On partage des choses très étranges avec Lord ton père. C'est ce sujet que j'avais. C'est ce genre de sujet sur lequel on est intarissables tous les deux. On peut rester des heures à parler. Je vais pas amener ma petite larmichette sur cette époque. C'est du tech porn en quelque sorte. Ouais, totalement. Voilà. Totalement. Bits93, on a notre community manager dans la chatroom, tu vois, qui en profite pour rebondir sur le sujet, voilà, pour partager ça. Si vous voulez avoir plus d'informations, on en parle là-bas, je détaille là-bas. Tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, je signale que Studio Renegade est en ligne voilà, vous pouvez. Tout le crew qui est en ligne sur le top corporate, voilà. Non, mais va balancer un message là-bas en disant que Christophe est ici, quoi. Mais il est ici et il va y rester. On le tient, on le garde. Alors, on va quand même essayer d'aborder après 30 minutes de podcast, on va essayer d'aborder quand même le sujet pour lequel on s'était dit qu'on allait discuter, même si c'est pas forcément... C'est-à-dire l'évolution de BIOS dans le temps. C'est ça. C'est Microsoft. Alors Microsoft, pourquoi j'avais envie d'en parler ? Parce que tu étais à ces Microsoft Days, ces journées... Expérience, c'est ça, Microsoft Experience. Et puis aussi parce que Microsoft, c'est une boîte que j'ai de plus en plus de mal à comprendre. En fait, y a-t-il réellement quelque chose à comprendre de Microsoft aujourd'hui ? Mais juste pour rappeler rapidement, pour ceux qui ne savent pas, d'où ça vient et essayer d'expliquer aussi rapidement où ça va. Donc d'où ça vient ? Qui veut prendre la parole ? Lord ton père, où remontent tes souvenirs de Microsoft ? Je suis pas sûr d'être le mieux placé pour en parler. Microsoft, ça remonte à mes premiers PC, évidemment, puisque Microsoft, c'est plus vieux que ça. Hein. Oui, non, évidemment. Quoique, non, c'était... Parce qu'ils avaient un basique au tout début. Oui. Je crois qu'ils avaient pas racheté CPM ou un truc comme ça pour. Ils avaient racheté un DOS quelque part. MS-DOS, ils l'ont racheté en fait. Ils ont racheté un DOS qu'ils ont rebondé MS-DOS et c'est ça qu'ils ont vendu après. Avec IBM pour faire le PC. Ils avaient fait un deal et c'est ça qui a lancé Microsoft. Ils avaient fait un deal avec IBM. Bill Gates avait réussi à convaincre IBM de ne prendre que leur DOS. C'est la fameuse. C'est le fameux deal. Ouais, c'est le fameux Alors deal, Microsoft existe d'avant ça. Alors il y a un documentaire qui s'appelle je crois que ça s'appelle pas un documentaire, hein, il y a une fiction qui s'appelle Les Pirates de la Silicon Valley en français, un truc du genre, possible. Qui raconte parallèlement l'histoire de Bill Gates et de Steve Jobs. C'est mal joué, c'est mal filmé, c'est pas mal ridicule, mais c'est véridique. Non mais c'est comme une page Wikipédia, c'est que ça a l'intérêt de prendre tous les passages importants
et de les montrer à l'écran et de montrer aussi la rivalité qu'il y a pu y avoir entre Steve Jobs et Bill Gates, avec un Bill Gates qui... Mais un peu surjoué. Tout petit peu poil surjoué. Les Un poil pirates cabotin. de la Silicon Valley. C'est Tu ça. les vois avec un patch sur Mais l'œil. non, faut regarder ça. Faut regarder ça. Mais sinon, il y a un autre documentaire, mais qui parle de manière générale des débuts de l'informatique, de la micro-informatique, c'est La revanche des geeks. Ça a été fait par un Américain. Il y a un problème avec les titres, les pirates de la Silicon Ouais, mais ça c'est Valley, la vachement bien. revanche des C'est en 3 ou 4 épisodes. Vous le trouverez sur YouTube ou quelque part. Là où La revanche des nerds, Revenge of the Nerds. Ouais, c'est ça, t'as raison. C'est la revanche of the nerds. Et c'est vachement bien parce que ça a été fait. Alors maintenant, c'est un peu vieux parce que ça a 15 ans ou 20 ans. Mais ça a été fait par un journaliste de la Silicon Valley qui connaît tout le monde. Donc il a interviewé Jobs, Gates. Et il a été à Palo Alto, et il a été chez Xerox, au Xerox Park, et on voit tout. Et ça, c'est vachement bien. Tout le monde a tout piqué à Xerox. Bah, évidemment. Exactement. La souris, l'interface graphique. Tout ça. Et donc, allez voir ces documentaires, mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que donc, l'entreprise de Bill Gates démarre à Richmond, je crois, si je me souviens bien. Fin des années 70 Redmond, pardon. En 75, avec Bill Gates et Paul Allen, qui sont les deux fondateurs. Et l'idée, je crois qu'à la base, c'est qu'ils développaient des logiciels et du système d'exploitation, mais pour des tout petits ordi comme l'Altair ou ce genre de choses, quoi. Et en effet, le tournant, ça a été le moment où ils ont signé ce deal avec IBM. IBM, qui était en panique parce que Apple cartonnait avec son Apple II. Ils avaient besoin de sortir une machine personnelle, une machine pour le grand public, entre guillemets. Un PC. Un PC pour le grand Personal public. computer. Exactement. Ouais, terme qui n'a pas été inventé par eux, hein, cela dit. C'était un Français, je crois c'était un mec de chez Bull qui a inventé le PC, réellement. Mais bon, un petit gars de chez on va pas rentrer dans les détails parce que je peux dire, il m'arrive de dire des conneries là-dessus. Mais en tout cas, ils ont fait ce deal incroyable avec IBM. Où IBM a dit non mais nous ce qui nous intéresse c'est de fabriquer des machines, les OS on s'en fout, ça nous intéresse pas, c'est pour les tocards. Et Bill Gates qui a été génial, il a senti que là il y avait un truc à faire et avec Microsoft ils avaient rien à vendre, il n'avait pas l'OS pour le PC. Et c'est là où il a été chercher un autre programmeur qui avait un truc qui s'appelait DOS, qui selon l'agence c'était un DOS quelque chose, enfin il y y avait un préfixe ou un suffixe, je sais plus, mais c'est, ils l'ont rebrandé et ils l'ont rebrandé, ils l'ont filé et ils l'ont vendu à IBM et c'était le début de la fin pour nous. Il a fallu que le MS-DOS, enfin moi j'ai des bons souvenirs de MS-DOS. J'ai des moins bons souvenirs de Windows 3, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu le 1 et le 2, plus tout un tas de déclinaisons. Ouais, moi j'ai connu qu'à partir du 3 sur les Windows. Il y a eu mais le 3, DOS, qui était une pure interface graphique. Oui, c'était un concurrent ça, avec lui. Et puis, je ne sais pas si tu te souviens, vers la fin quand on était vraiment vers la toute fin de MS-DOS, où on avait le DOS 4GW, qui était parce que enfin si on peut rentrer un tout petit peu dans la technique et là je m'éloigne un tout petit peu du sujet, mais à l'origine les PC d'IBM, et c'était dans le cahier des charges, ne gérait de la mémoire qu'à hauteur de 640 KO. C'était une limitation, je crois qu'il était logiciel d'ailleurs, mais je ne sais plus si c'était matériel ou logiciel. Et pour pouvoir accéder à la mémoire qui était au-dessus des 640 KO, enfin KO, je précise. La mémoire étendue. Ce qu'on appelle la mémoire étendue, on utilisait un système de pagination qui était déjà le cas sur CPC 6128 d'ailleurs. Où le Zilog 80 ne pouvait accéder que 64K et on switchait les banques pour pouvoir accéder à l'une ou l'autre. Dis pas de bêtises. Ah non, mais c'est tout à fait ça. Et notamment, il y avait cet horrible programme MS386 qu'on utilisait notamment sous Wing Commander qui ralentissait même 386.6. Il fallait, il fallait gérer la mémoire. Les gens ont oublié que pour lancer des jeux à l'époque, il fallait gérer la mémoire. Même pas que pour les jeux. De la mémoire de base à la mémoire. Et après, ils avaient sorti vers la fin d'MS-DOS, c'était Rational, je crois, qui avait programmé ce truc-là, une boîte qui s'appelait Rational, qui avait sorti le DOS 4GW. Et le but du DOS 4GW, il prenait le pas sur MS-DOS, c'est-à-dire que c'est une sorte d'OS dans l'OS. Il prenait le pas sur MS-DOS, il installait ses propres routines à la place et surtout ses routines mémoire. Et il permettait aux processeurs un peu plus récents et surtout aux jeux vidéo, je crois que notamment Duke Nukem tournait en DOS 4GW, il y avait un accès total à la mémoire, au-delà des 640 KO et sans pagination, ce qui permettait déjà
de virer toutes les interruptions liées au DOS, donc de gagner un max de vitesse et d'offrir au programme quasiment un fonctionnement en temps réel et sans autre tâche en arrière-fond, ce qui permettait de booster à mort les programmes. Il y a eu d'énormes jeux sur PC qui tournaient techniquement en DOS 4JW. Enfin voilà, c'est des souvenirs d'enfance. C'est très très bien. Non, mais je t'embauche en tant que développeur, hein, c'est très bien. Ah oui, je sais pas programmer. Il n'y a pas de souci. Non, mais c'est des bases. En fait, toute cette époque-là a posé des bases sur l'architecture des OS, et notamment de tous les OS Microsoft, dont il y a encore des traces en fait aujourd'hui dans les développements que tu fais. Le système de pagination, c'est toujours présent actuellement. Voilà. Alors je vais juste compléter la partie historique sur la partie vidéo. Je rajouterai en fait dans la partie historique de l'époque une série qui s'appelle Halt and Catch Fire sur l'histoire de Compaq. L'histoire de Compaq, et c'est en parallèle, et Compaq s'est créé et a rajouté en fait le IBM compatible en fait, en concurrence derrière IBM. Voilà. Je ferme la parenthèse. Très bonne série. Ouais. Mais ça parle pas de Microsoft. Contrairement, le principe d'IBM et le principe du PC, contrairement à Apple ou aux autres marques d'ailleurs de microcomputers du début des années 80, hein, les ZX 80, les ZX Spectrum, enfin de chez Sinclair, l'Amstrad, les Atari, l'Amiga, etc. Toutes ces machines étaient des machines propriétaires, utilisant leurs OS, et donc leur hardware, et donc on pouvait pas bidouiller là-dedans. La grande différence avec le PC, c'est que ça ouvre la porte à des machines compatibles qui peuvent être fabriquées par n'importe quel constructeur. Et bien instables parfois. Et, évidemment, mais oui, mais c'est pas du tout la même philosophie. Et ce qui est hallucinant, c'est quand on y réfléchit, on se dit que IBM avait vraiment un complexe de supériorité en se disant mais de toute façon on est les meilleurs et on se fera jamais, personne ne sera capable de sortir des machines qui sont de notre qualité. Ah mais c'est exactement ça, et allez voir la série du coup Halt and Catch Fire, vous allez voir que la guerre IBM contre Compaq, puisque Compaq étaient les premiers à venir les concurrencer sur leur propre hardware compatible, vous allez voir qu'effectivement c'est exactement ça, IBM était là, bah non, on est les meilleurs, point barre. Et la suite de l'histoire, c'était Lou Gardner, l'un des grands PDG d'IBM, et qui a écrit notamment ce livre où il a expliqué comment faire danser un éléphant. Oui, tout à fait. Et parce qu'en fait, ce président d'IBM, c'est lui qui a fait le virage justement en disant le hardware c'est mort, il faut qu'on se lance dans les services, sinon on va crever. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont revendu leur division à Lenovo, enfin en tout cas une partie de leur division à Lenovo. Et en fait, ils sont débarrassés quasiment de toute la partie matérielle, et aujourd'hui, ils sont à fond sur web as a service, enfin toute la partie, on vend du software aux entreprises. Enfin, c'est une très bonne transition parce qu'en fait, c'est exactement le parallèle qu'a suivi Microsoft. Alors, ils faisaient pas du hardware. Non, ils faisaient du soft justement. Ils faisaient essentiellement du soft, mais qui vendaient sous forme de licence, et ils ont tourné en fait tout sur du service en fait. Mais c'est pas les seuls à le faire, mais eux, ils ont tourné leur business model complètement autour de ça, complètement. Ouais, dès l'origine. Ouais. Ah non, eux ils vendaient de la licence en fait. Ah oui, pardon. À l'origine, ils développaient, comme tout développeur, en fait, tu crées un produit et tu le vends. Donc tu vendais du logiciel, point barre, en une fois. Éventuellement, tu avais de la maintenance récurrente en abonnement à l'année. C'est devenu maintenant en fait un vieux modèle économique pour la production de logiciels. Maintenant, tu vas plus chercher à créer un abonnement mensuel. Alors, c'est pas sur Tipeee, mais on parle de software as a service, donc c'est des abonnements mensuels à l'utilisateur, par exemple. Tu as beaucoup de services, en fait, en tant que consommateur, que tu consommes comme ça. Voilà, c'est du SaaS, software as a service, tout à fait. Et Microsoft tourne lui-même, en fait, ses propres logiciels vers ce business model. Oui, comme les abonnements Office 365. Ou... Exactement. Ouais. C'est exactement ça. Et petit à petit, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de choses qui arrivent dedans. Et tout le cloud, en fait, dans lequel ils se sont embarqués, est consommable également comme ça. Tu consommes les appels à leur service cloud sur lesquels tu as de l'ingénierie qui est développée par Microsoft, et tu les consommes au nombre d'appels que tu fais, à la quantité de données que tu envoies, etc. Voilà. Et sur Azure, tu fais du calcul, ça te coûte, tu déplaces de la donnée, ça te coûte, et c'est facturé à la consommation, quoi. Ce qu'on peut ajouter aussi pour les origines, c'est que Paul Allen, le co-créateur avec Bill Gates, est décédé récemment. Il est mort le 15 octobre 2018 à 65 ans seulement, c'est assez jeune. Il a fait un testament en ta faveur, malheureusement non. Si seulement. Surtout qu'il n'a pas d'héritier. Il n'a pas d'héritier. Mais il avait dû tout donner à la fondation Melinda et Bill Gates, peut-être. Ça fait beaucoup moins de bruit que Steve Jobs. Le fait que ça a fait du boucan quand même la mort de Paul Allen. Mais il avait pas l'aura. Non mais non seulement il avait pas l'aura, mais il était pas. Non mais Steve Jobs, il était aux manettes du renouveau d'Apple, puisque on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission, et donc c'était l'image de l'entreprise. Il incarnait Apple. Paul Allen moins, Paul Allen beaucoup moins, c'est Bill Gates plus d'ailleurs, mais mais ça a fait du bruit quand même quand il est mort récemment. Paul Allen s'est détaché relativement tôt en fait de Microsoft, parce qu'en fait cette maladie il a depuis très longtemps, et c'était une rechute qui lui était fatale, mais il a été diagnostiqué très tôt, je crois qu'il avait une quarantaine d'années à peu près, donc il a rapidement en fait
fait quitté le devant de la scène chez Microsoft et la partie direction. Qu'est-ce qu'il avait comme saloperie C'est un cancer, je crois que c'est un cancer du sang qu'il a eu. Donc il a eu une phase de rémission où il est revenu, il a fait surtout des œuvres caritatives, effectivement, et des projets d'innovation sur l'amélioration des conditions de vie dans les pays en développement ou sur l'énergie. Donc c'est là où il a rejoint la fondation Melinda et Bill Gates. Mais effectivement, il y a eu une rechute et puis du coup, c'était fatal. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs sur sa fiche wiki, c'est qu'il connaît Bill Gates depuis l'âge de 12-13 ans. Enfin, ils sont connus très très jeunes. Ils sont tous les deux de Redmond, effectivement. Ouais, ils ont fondé ça en tant que copains d'enfance, complètement. Ça ferait aussi un beau film, avec aussi un titre bizarre. Arrivé, forcément. Bien sûr. Il avait un lymphome non... Hodgkinien. Oui, voilà. Donc je suis pas un spécialiste. Pour les plus médicaux et précis. Ceux qui le connaissent. On va faire d'ailleurs bientôt une émission médicale. Je suis en contact avec un chirurgien qui va venir nous parler de choses incroyables. Et c'est pour l'avenir. Revenons donc à Microsoft. Microsoft, c'est une boîte qui, pour moi, a une image quand même extrêmement négative parce que ça a été des... Non, mais pour moi, personnellement, je parle que c'est une société sur laquelle j'ai souffert terriblement pendant des heures, des jours, des mois, des années. Je ne saurais quantifier le nombre de fois où il a fallu que je réinstalle mon OS, que l'OS me plante, C'était vrai jusqu'à la fin des années 90. À partir de Windows 2000, ça commençait à devenir, avec le Windows NT, avec le noyau NT, ça devenait stable. Disons Windows XP. Disons Windows XP, mais Windows XP... Non, il a raison. C'est 2000 qui a amené ça, mais... Tu donnes raison alors de ton père. Ah, je suis complètement d'accord. En fait, XP a rajouté une couche Play School sur ce que faisait déjà Windows 2000, en fait, au niveau interface graphique. Mais Windows 2000 était destiné surtout aux professionnels. Donc ça n'a pas été adopté par le grand public. Il n'y avait pas DirectX notamment sur Windows, ou une vieille version de DirectX sur Windows. C'est arrivé un peu plus tard après, mais c'est surtout que la partie licence, en fait, n'était pas distribuée au grand public. Donc peu de monde, en fait, à sa maison avait un Windows 2000 au final, à part gens qui connaissaient. C'est XP qui a démocratisé un petit peu ça. Voilà. Mais dans les années 90, c'était l'horreur. Enfin, moi, j'ai eu mon premier PC parce que j'ai eu la chance d'être plutôt Apple et même Mac au début de mes passions informatiques. Et c'est Post Carbone qui m'a orienté vers le PC en disant ouais, mais si tu veux jouer, si tu veux t'éclater, achète un PC. Donc j'ai acheté un 486 DX33 en 1980. Wing Commander, Magic Carpet. Ouais, mais c'est venu après. C'était Prince of Persia à l'époque. C'était X-Wing. Non, X-Wing le premier. Simulateur de tapis volant. Et attends, ce jeu était exceptionnel. Il était en terraforming en temps réel. C'est-à-dire que tu balançais des sorts contre tes ennemis et tu pouvais construire en temps réel des châteaux, faire apparaître des volcans et tout. Et le tout en 3D, c'était un truc de malade. Oui, enfin ça, c'était pas en 90, ça. C'était... fin des années 90, je dirais. Oui, c'est ça. Non, mais attends, il s'est passé 10 ans quand même, les amis. Et donc, quand au début des années 90, on installe un PC, moi j'ai connu l'avant Windows 95, j'ai connu Windows 3.1 et DOS. Mais oui, pareil. Mais Windows 3, c'était pas un vrai Windows, c'était un habillage. C'était un habillage, ouais. Et pour lancer des jeux, c'était la croix et la bannière. Pour installer un CD-ROM, le premier que j'ai acheté avec Rebel Assault, comme beaucoup de gens. Sur le Mitsumi 2X. Mon Dieu, quelle panique, quoi. Le nombre d'heures à configurer ce truc avant que ça marche. Avec Captain, on n'a pas eu de mal. Oui, mais t'avais le Captain Web sous la main. Et ça, quand tu as le prince du web... tu peux jouer à Magic Carpet sans problème avec le prince du web. C'est nettement plus facile. Et je te jure, c'est un jeu excellent. Mais tu m'as donné envie de jouer à Magic Carpet. Microsoft, au niveau OS, il faut avouer que pendant ces années 90, ça a été pénible. Et puis c'est vrai que quand XP est arrivé, et moi je me souviens très bien du truc de l'interface multimédia, là, comment ça s'appelait, qui te permettait de regarder tes vidéos là. Windows Media Player. Voilà, non, mais pas Windows Media Player, il y avait carrément une interface Windows. le Media Center. Media Center. Ah, ça c'était dégueulasse. Mais non, c'était bien foutu. Bah justement, moi là, je l'ai bien aimé. Il est en contre-courant sur ça. J'avais même acheté à l'époque un HP qui avait Windows Media Center intégré, et ça marchait plutôt bien. Non, mais je comprends. Avec une télécommande. Ça marchait... télécommande. et ça marchait vachement bien. Mais t'es un malade. Non, c'était HP avait sorti un PC multimédia, vraiment orienté film. C'est limite l'antichrist. Et alors évidemment, on était en SD à l'époque, mais ça marchait très très bien. Ça marchait plutôt pas mal. Si, il y avait déjà des AVI, il y avait du téléchargement. Et tu sais que, allez, je vais avoir un truc atroce. Quand le deuxième cycle de Star Wars est sorti, La Menace Fantôme, tout le monde l'attendait à mort. Tout le monde l'attendait à mort.
Et j'avais réussi, enfin c'est pas moi en fait, pas vraiment moi, j'avais réussi à récupérer le film sur le net. Oui. Mais c'était un 320 par 240. C'était dégueulasse. C'était dégueulasse. Mais pour ce film-là, ça va. Et c'était avant la sortie en salle et on avait fait une petite séance avec les potes de l'époque, avec Laurent, avec Captain. Le conciliabule. Et on était tous comme des clodos dans ma chambre, si tu veux, on était 3 ou 4 derrière un moniteur bombé à mort, mais tu sais, genre, c'était des 12 pouces à l'époque, je sais plus. Non, t'avais du 15 jusqu'à 19, 21 même. Non, c'était plus petit. Il fallait de l'espace. T'avais un 15 pouces quoi. Autour et derrière. C'était pixelisé à mort, c'était évidemment celui du 24. C'était en VO, sans sous-titres. C'était en VO sans sous-titres. Ton ordinateur devait souffler comme s'il allait décoller dans un non, avion. pas trop, mais non, j'ai ce souvenir-là, tu vois. Oh là là, mon Dieu. Donc Windows XP arrive, Microsoft Media Center me comble personnellement. Bon, à part qu'il faut le réinstaller. Alors, ce qui était marrant, c'est que comme en effet l'OS avait quand même un manque de stabilité flagrant, j'avais un CD de backup de réinstall à 0. Et en fait, j'avais mis des disques durs externes sur lesquels tout était en externe en fait. Rien n'était stocké dans le disque dur de base, qui m'a planté 2 fois ou 3 fois pendant la vie du PC quoi. Et j'ai dû réinstaller 5 ou 6 fois l'OS intégralement. Après, j'avais mes installs de codec préparés sur un disque dur externe. Les drivers, tout ça. Les drivers, tout était prêt à démarrer le truc parce que comme ça, j'ai passé pas trop de temps à réinstaller les choses. Mais c'est vrai que la réinstallation, ça a été très long. Et puis là, tu vois, cet après-midi, pour installer la nouvelle caméra 360 de la TG, sur le serveur, enfin l'ordinateur qui nous sert pour le stream, qui est un bon ordinateur, qui n'est pas un Core i7, 16 Go de RAM, voilà, une GeForce, seulement une 960. Bon, ça défonce bien déjà. Ça va, ça tourne. Je crois que c'est ce qu'on a aussi. Nous. Bah ça va, c'est une bonne carte. Eh bien, avec je suis passé de Windows 7 qui ne détectait pas la caméra 360 à Windows 10. Ouais. Et là, faut avouer quand même qu'on se rend compte du chemin parcouru par Microsoft entre Windows 95 et Windows 10, puisque l'install se fait, tu télécharges ton Windows 10 directement de chez Microsoft. Il crée sa clé USB. Et après, tu lances l'installation et l'installation est rapide. Je veux dire, ça te prend 20 minutes en tout et pour tout. Ouais, sur une clé USB avec un bon disque dur ou un SSD, ça va très très vite. Même. Et c'est si tu fais pas derrière une demi-journée de mise à jour pour récupérer. Voilà. Ouais, c'est ça. Tous les Windows Update pour récupérer ça. C'est ça le plus long en fait. Ouais, c'est ça, c'est la mort. Quand le Windows Update se déclenche, c'est la mort. Voilà. Ouais, c'est clair. Oui, mais toi, alors ton père par exemple, tu es un spécialiste de l'optimisation des Windows. Tu vires plein de. Ouais. On est obligé parfois d'y passer. Et alors le vrai problème, je crois qu'ils veulent corriger ça avec la prochaine mise à jour, mais ces derniers temps en matière de stream, j'ai passé le dernier apéro du Captain qu'on a enregistré, j'ai passé ma soirée à cliquer sur reporter la mise à jour, reporter la mise à jour. Le truc voulait absolument se mettre à jour en plein live, quoi. J'ai cru que j'allais devenir fou. Ah oui, alors effectivement, dans la mise à jour que tu n'as pas encore acceptée, ils ont revu ça et tu peux plus finement le paramétrer. Rappelle-le-moi à tel moment ou plus tard, etc. Après. Bon, aujourd'hui, oui, tu voulais dire quelque chose, Christophe? Non, alors c'est marrant ton historique, c'est-à-dire que toi, ta vision en fait de Microsoft, c'est Microsoft côté consumer. D'un côté, j'utilise en fait l'OS Microsoft, mais c'est juste la face visible de l'iceberg, cette partie-là de Microsoft. Bien sûr. Oui, mais n'empêche que c'est une manne financière pour eux. Mais plus maintenant, plus du tout maintenant. Ça et Office 365, puisque... oui, mais ça c'est nouveau en fait dans le... Mais c'est Office qui leur faisait gagner beaucoup de thunas. Ça a toujours été. Ça a été Office et ça a été la partie licence sur les serveurs. Faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'ils ont décliné leur OS en version serveur, et c'est là-dessus, c'est côté entreprise en fait qu'ils ont vraiment fait beaucoup d'argent. Oui, mais quand tu as 95% du parc informatique mondial sur lequel tourne ton OS ou ses versions serveurs, tu te fais des couilles en or. Enfin, je veux dire, l'OS n'est pas négligeable dans leur économie. Mais le vent tourne. Ah, le vent tourne. Oui, parce que depuis il y a Linux. Oui, enfin oui, il y a Linux. Ça vaut pas 85% pour les serveurs. Non, pour les serveurs, par contre, ils sont très largement majoritaires. Oui, alors c'est intéressant de noter ça. C'est pour ça que je voulais faire le parallèle en fait sur l'historique de Microsoft en termes d'équipe dirigeante en fait. Parce qu'il y a eu l'époque Bill Gates au début, effectivement. Il y a eu l'époque Steve Ballmer. Le Monkey Boy, il l'appelait, c'est ça. Monkey Boy qui sautait partout et qui faisait développeur. Puis l'actuel président. Et là maintenant, c'est Satya Nadella depuis février 2014. Alors lui, c'est quelque chose. Il a l'air d'être assez respecté.
Alors oui, et lui, il a tout changé en fait. Bah oui. Alors Bill Gates et Steve Ballmer ont fait grandir Microsoft, mais Steve Ballmer a pas construit Microsoft de manière durable. En tout cas, il y a eu des trucs très rigides en fait à cette époque-là, notamment en termes d'équipe dirigeante. Il y a eu des tensions en interne. C'était très pyramidal en termes de direction. Et il y a eu des divisions en fait qui étaient en concurrence entre elles. Donc c'était un peu compliqué même en interne. Et c'était arrivé à un point où ça empêchait, parce qu'il ne faut pas s'imaginer quand même que Microsoft a énormément grossi, c'est devenu une très 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 grosse machine, et à une époque quand même, il y a même pas une dizaine d'années, quoi. Il y a 8 ans, on donnait pas cher, enfin tous ceux qui étaient un petit peu dans l'univers tech, ils donnaient pas cher de la suite de Microsoft, ils disaient mais c'est mort, c'est une vieille boîte, maintenant ils ont passé leur temps, ils vont pas continuer. Has-been. Oui, c'est has-been. Hein, oui, puis ils se prenaient Gadin sur Gadin. Je m'en souviens bien de ça. C'est-à-dire que pour moi, pour le coup, j'y croyais pas une seconde. Tu vois. J'ai dit, mais... Non. Parce qu'aujourd'hui ils sont plutôt en forme aujourd'hui Microsoft. Ah mais complètement. Oui. Non mais ce que je veux dire c'est qu'il y a quelques années il y a aussi eu ce dont on parlait au début qui sont les OS mobiles et il y a eu Microsoft Phone, le rachat de Nokia. Windows Phone, Windows Mobile, enfin toute cette voilà, cette histoire. ça a dû coûter une blinde absolue et c'est mort quoi, tout ça c'est mort. Oui, c'est mort. Bon, après effectivement ça a été initié sous l'époque Steve Ballmer, sur la fin de cette époque-là. Ils sont arrivés beaucoup trop tard en fait sur ce marché-là. Apple et Android sont arrivés en premier et en fait il n'y a pas de la place pour 3 réellement. Et après effectivement c'était sur une période où ils étaient en transition chez Dommage parce que pour le coup je trouve que Windows Mobile, j'adore cet OS. Ouais, c'est un OS assez L'OS sympa. avec les tuiles, j'adorais moi. Ouais, ça a apporté une Il était assez original. Ouais. Et ce que je trouve étonnant aujourd'hui avec Microsoft, c'est autant on parlait d'IBM qui s'est totalement dégagé du hardware et qui est vraiment à fond dans la prestation pour les professionnels, alors que Microsoft tout doucement revient un peu vers le matériel. Alors déjà évidemment avec la division Xbox où ils voulaient absolument être sur, tu pourras peut-être nous en dire 2 mots. Et puis toute la division de fabrication d'ordinateurs, parce ils ont lancé la Surface Pro, la Surface Book. Ils ont aussi lancé cet immense écran, toute la division Surface Studio, le Surface et qui Hub, sont alors je sais pas si ça gagne de l'argent, mais en tout cas c'est des machines magnifiques. Si ça marche, hein, tout ce qui est Surface et tout. Alors sous l'ère Satya Nadella, c'est très difficile de continuer à faire quelque chose chez Microsoft qui ne gagne pas de l'argent. Donc c'est vraiment. Oui, ils sélectionnent à mort. Alors ça, je ressens parce que puis aussi j'en parle parce que je connais des gens qui bossent chez Microsoft et il y a beaucoup de choses qui ont changé dernièrement chez Microsoft et des divisions qui ont été fermées complètement parce que c'est pas quelque chose qui était rentable sur la division en elle-même. Donc je pense que l'équipe Surface fait quand même des bénéfices, mais à peut-être plus petite échelle, c'est-à-dire qu'ils vont pas inonder le marché entier de Surface, mais ils sont présents. Et c'est des superbes machines, hein, franchement. C'est très bon produit, oui, tout à fait. Et je crois que c'est très cher. C'est ceux d'Apple aussi. Non, mais qui vit dans Apple. Non, mais évidemment, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se sont positionnés volontairement sur du produit cher de haut de gamme. Il y a que là qui peuvent parce que si c'est pour faire du bas de gamme, il y a tellement de monde que c'est pas la peine. Ils ne peuvent pas se différencier dans le milieu de gamme et le bas de gamme. Et la division Xbox, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Est-ce que ça ramène de la tunasse? Est-ce qu'ils vont l'abandonner? Parce qu'ils parlaient à un moment de passer en pur dématérialisé, mais je peux me tromper. Alors oui, division Xbox c'est très intéressant parce que quand ils ont lancé ça, c'était un petit peu un projet à part et c'était un pari. Et ils ont eu vraiment raison d'y aller et ils ont cherché pendant un certain temps qu'est-ce qu'ils allaient en faire. Est-ce qu'ils allaient la revendre? Est-ce qu'ils allaient intégrer des studios ou pas? Et en fait, alors c'est plutôt récent comme move, ils sont en train de... Ils ont racheté des studios cette année. Le 3, voilà. ils ont fait plein d'annonces. Ils ont racheté des studios de dev. Puis Minecraft. Enfin, je sais pas si c'est un lien avec la division Xbox. Ah bah ça fait longtemps. Ils ont racheté Minecraft. Il n'y a pas que pour ça. Il y a une partie éducation aussi sur laquelle Microsoft pousse beaucoup et ils ont pris Minecraft aussi pour ça. Ils le déclinent sur toutes les formes. Et en fait, ils ont réintégré la partie Xbox, ce que tu disais, dans la partie hardware. C'est-à-dire qu'ils ont fusionné la division hardware et la division Xbox pour faire une seule partie qui fait le développement de plateformes matérielles. Et c'est qu'une seule tête dirigeante, c'est Phil Spencer chez eux qui s'occupe de ça, qui dirige ça d'une main de maître. Et du coup, ils n'ont qu'une seule vision globale autour de ça. Et effectivement, le lancement de la Xbox One, en fait, le lancement raté, ça c'est pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers du gaming, où il parlait effectivement du jeu toujours dématérialisé, tu peux pas prêter ta galette. Oui, il fallait se connecter en permanence. Je me souviens de ça. Ouais. C'était le tollé, ça. Sony s'était bien foutu de leur gueule. Exactement. Ouais. Et en fait, c'était les prémices de ça, c'est-à-dire qu'ils cherchent effectivement de plus en plus à faire du cloud gaming, ce que maintenant on se rend compte, c'était effectivement avant-gardiste à l'époque, mais on n'était pas prêt. Et là, beaucoup, et c'est pas les seuls à se orienter là-dessus, et ils ont annoncé il n'y a pas si longtemps le projet xCloud, je crois que ça s'appelle, où du coup ils vont en fait virtualiser des Xbox dans leur serveur, dans la division cloud, donc chez Azure. Un peu comme le Shadow PC en quelque sorte. Alors
Pas tout à fait, parce que c'est pas un PC à part entière. Le Shadow PC, c'est un vrai PC, c'est un bureau à distance, en fait, sur un PC complet sur lequel tu as la main. Là, tu as une Xbox, en fait, à distance. C'est une vraie Xbox, mais qui est pas chez toi. Donc tu auras juste Internet chez toi. Qui est purement virtualisé, en fait. Chez Sony, ils ont des projets équivalents. Hein, ouais, mais alors la grosse différence, c'est que autant Sony, dans l'univers du gaming, si tu veux, ils sont connus, ils sont là, ils sont même reconnus, ils ont des studios de développement. Autant Microsoft, eux, ils ont les infrastructures derrière. Donc ils ont les data centers, ils ont les serveurs partout pour assurer, en fait, derrière ça. Et Sony, ils sont pas très bons en général sur le hardware. Et en fait, tu as une vraie différence. Alors, entre la PS3 et la Xbox 360 à l'époque, tu avais une vraie différence de qualité de service pour le jeu en ligne. Et c'était, tu voyais vraiment ça. Sur la génération PS4, Xbox One, c'est un peu moins, parce qu'ils ont un peu plus de moyens du côté Sony, ils ont prévu le coup. Mais par contre, je fais plus confiance à Microsoft sur l'aspect cloud gaming que Sony pour la prochaine génération. En tout cas. Après, j'attends de voir. Ils font du cloud de manière générale. C'est leur business. C'est leur business. Ils ont des serveurs pour c'est Amazon et Microsoft. Ouais, Amazon pourrait faire ça aussi, c'est ce que j'allais dire. J'ai vu qu'ils continuent aussi un petit peu à pousser que le côté transversal aussi sur les supports, et justement la Xbox, où on commence à voir un certain nombre de jeux Xbox qui peuvent être jouables depuis l'ordinateur, ou enfin. Alors attends, oui, mais ils ont inséré du Xbox dans les dernières versions de Windows 10. Oui. Depuis longtemps. Ils ont fait leur marque gaming, en fait, plus que la plateforme, plus que le matériel. J'en profite pour citer Nico sur le chat qui nous dit que plus 36% sur les derniers résultats financiers de Microsoft grâce à la Xbox. Ah ouais, quand même. Alors, Nico Poppy, c'est notre CM. C'est propre. Ah bah. Qui est historiquement plutôt fan Microsoft et qui est effectivement plutôt content de voir que Microsoft réussit là-dessus. Mais oui, non, la division Xbox réussit pas mal maintenant. Et ils sont en train gravement de redorer leur blason, ça c'est sûr. C'est-à-dire que moi, je le répète, j'avais une image très négative de Microsoft pour des vrais problèmes liés d'utilisateurs. Et je me rends compte... Ils ont une meilleure image par rapport aux autres GAFA. Moi, à mon sens. Que ça commence à changer. Maintenant, oui, mais bien sûr. Pardon. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que mon usage, mon expérience utilisateur s'améliore d'année en année et d'OS en OS, quoi. Ouais. Et alors, par rapport aux autres GAFAM, en fait, eux, ils sont plus fournisseurs de services plutôt qu'éditeurs de contenu, en fait. Donc, ils fournissent le matériel, les services, la plateforme, mais après, c'est pas eux qui vont exploiter tes données quelque part. Alors, ils le font un petit peu sur certains domaines, si tu fais du Outlook, tu fais du Skype, comme ça, oui, mais c'est à toute petite échelle par rapport au reste. Donc, c'est là-dessus où l'image de marque, en fait, ils n'ont pas tous les travers qu'ont les autres GAFAM sur l'exploitation des données. Et au contraire, ils communiquent beaucoup sur l'inverse, sur le RGPD, sur tout ça, sur le respect. Mais non, sur l'image de marque, en fait, ils ont redoré leur image de marque aussi. Alors, côté business, c'est-à-dire que moi, j'ai la vision aussi côté business, c'est-à-dire... B2B, quoi. B2B, exactement. Et il y a effectivement une grosse déclinaison sur la fin de l'ère Ballmer où on sentait que beaucoup de monde en fait, se détachait de Microsoft, y compris sur la proposition de service. C'est-à-dire que tu n'allais plus proposer des services sur la base de la plateforme Microsoft parce que tu savais que de toute façon, c'était passé, c'était désuet, il n'y a pas d'avenir là-dessus. Et donc, il y a eu un gros virage sur d'autres technologies. Et Satya Nadella a su en fait recentrer en fait Microsoft sur cette partie. En fait, ils ont abandonné pas mal de choses. Ils ont redirigé effectivement la vente de services plutôt que de licences, mettre le cloud avec Azure en avant et recentrer un petit peu Microsoft là-dessus. Et c'était effectivement un très très bon choix et ça paye aujourd'hui. Il n'y a pas que ça. Je suis développeur dans une SS2I et je veux dire que je vois bien que la boîte dans laquelle je suis, ils sont très fiers d'être partenaire Gold, Microsoft, machin. Enfin, c'est fier de pouvoir balancer du Microsoft, on s'en cache pas. Ça... On redevient fier depuis quelques temps, effectivement. Mais même moi, c'est-à-dire qu'il y a une époque où c'est pas quelque chose que j'allais mettre en avant, c'est pas quelque chose que j'allais chercher à vouloir continuer à faire. Donc quitter un petit peu cet écosystème pour aller voir d'autres choses, mais aujourd'hui, jamais, il y a 6 ans, jamais j'aurais parié que Microsoft allait prendre ce virage-là et allait du coup progresser comme ça. C'est incroyable le virage qu'ils ont fait sur l'open source. Ouais. Alors qu'avant, ils disaient que Linux était un cancer. Qu'est-ce qui avait dit ça? C'est Steve Ballmer qui disait ça. Il disait ça en interview. Et aujourd'hui, en fait, ils ont développé plein de trucs de cross avec Linux. Ils ont embrassé complètement le domaine de l'open source. C'est-à-dire qu'ils ont même racheté GitHub, qui est une plateforme de publication, de partage de code source. Et je crois qu'ils contribuent au code en plus. Ils sont parmi les premiers contributeurs sur cette plateforme-là en termes de code. C'est une révolution culturelle. Avant, c'était vraiment la guerre entre les open source et Microsoft. Alors il y a quoi? C'était il y a une dizaine de jours qu'ils ont balancé tout un tas de brevets.
Alors oui, 15 jours, là. oui c'est vrai, merci, je l'avais pas noté mais j'en avais parlé dans un bits, tout à fait. Ils ont partagé des brevets dans un groupe en fait qui met en commun toute une partie de brevets, donc plusieurs boîtes qui se réunissent. Ouais, Google, ou c'est pour contrer les vautours du brevet. J'ai oublié le nom anglophone. Ah, les patent trolls. Voilà, les patent trolls, merci. Ouais, et ils ont créé je sais plus comment ça s'appelle, un groupe comme ça pour mettre en commun les brevets, pour partager en fait Linux. Et Microsoft est arrivé, et donc ils ont été contributeurs, donc ils ont mis un billet sur la table parce que tu as un droit d'entrée pour rentrer dans ce groupe-là, et ils ont amené avec eux leurs 60 000 brevets quand même pour protéger ça. Donc c'est une vraie démarche, c'est une vraie volonté. Jusqu'à présent, Microsoft communiquait beaucoup sur des images où tu voyais Microsoft Love Linux avec le petit cœur et tout, on aime Linux et tout ça. Et là et tout le monde leur disait non mais c'est bon, c'est de la com marketing, on ne croit pas. 60 000 brevets mec, 60 000 brevets. Et là ça a été une des premières démarches où ils ont dit non mais on y va. C'est un beau gros cœur, tu vois, les 60 000 brevets. On y va vraiment. Après, ça leur sert aussi, c'est-à-dire qu'ils sont énormément utilisateurs de Linux, même en interne chez eux. Oui. C'est-à-dire qu'une bonne grosse partie de leur plateforme Azure tourne grâce à du Linux. Et ils savent très bien qu'il y a des marchés sur lesquels ils ne pourront pas aller avec une plateforme Microsoft, et notamment sur le domaine de l'Internet des objets, où là, c'est de l'embarquer. Militaire militaire, t'as encore des sous-marins qui tournent sur Windows XP, donc pour te dire, des sous-marins nucléaires sur Windows XP, Blue Screen of the Death. C'est les seuls, il est parti. c'est les seuls pour lesquels t'as encore du support, donc tu vois, donc je sais pas, mais sur l'IoT, l'Internet des objets dont on parle partout, en fait, t'as pas le choix d'avoir autre chose que du Linux embarqué. Et donc, ils veulent mettre en avant la plateforme Azure pour récupérer les données, en fait, pour envoyer toutes les données de l'Internet des objets et sécuriser tout ça. Et du coup, ils n'ont pas le choix que supporter à cette plateforme-là. Voilà. Bah, ils n'ont pas du tout raté le virage qu'a pris aussi d'ailleurs Amazon, qui est celui du cloud justement. Alors, ils l'ont pris après Amazon, mais ils l'ont pris très rapidement. Ils l'ont pris assez rapidement. Ouais. Ils ont dû faire des investissements massifs. C'était énorme. Le cloud Azure, ça a été un des plus gros investissements, je pense, de Microsoft. Bon, après, ils ont un portefeuille. Ça va. Ils ont un fonds de poche assez profond. Il y a un petit peu de liquide au fond. Mais tu sais, ce qu'on oublie souvent à propos d'Amazon, c'est qu'une des divisions qui fait tourner Amazon depuis très longtemps, c'est Web Service. Bien sûr. C'est Amazon Web Service, c'est pas du tout. C'est le leader du cloud. Je signale que c'est là-dessus qui génère la trésor dans le groupe. J'ai fait il y a pas longtemps un podcast avec nos amis d'ABCD Podcast et j'ai parlé d'un scandale parce que ça les concernait, puisque ABCD Podcast, c'est un podcast sur les parents geeks et sur les Eddie Ryan et Force Rose qui dirigent ce podcast sont des geekettes. Alors, je sais pas si elles aiment trop ce terme. Non, je crois qu'elles aiment pas du tout. Elles aiment pas le terme, mais en tout cas, c'est on parle de nos passions du jeu vidéo, de l'informatique, etc., et de la technologie. Et quand je suis passé dans leur podcast, j'ai parlé du scandale non répercuté nulle part dans les médias, à part par moi, sur les évaluations du début de l'année. Tu es un lanceur d'alerte. Exactement, les évaluations du CP, CE1 et 6e, je crois que c'est 6e. CP, CE1 et 6e. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ces évaluations ont été faites en dépit Elles sont hébergées à l'étranger, c'est pas Exactement, ça ouais. Elles sont hébergées. Alors, non seulement les données ne sont pas anonymes, c'est-à-dire que les évaluations de vos enfants en CP, CE1 et 6e, elles ne sont pas anonymisées. Ça va suivre toute leur scolarité. Non, mais non seulement ça. D'ailleurs, la CNIL a été... T'es vénère. Elle n'est pas vénère, mais elle a été consultée et elle n'a pas encore répondu sur elle est vénère. Mais je pense qu'elle va être vénère, ouais. Et donc, ouais, mais derrière, qu'est-ce qu'ils vont faire ? On n'est pas content. Non, okay, mais merci. Le truc, c'est que donc, les données ne sont pas anonymisées et selon le texte de l'Académie, elles ne seront anonymisées que 5 ans après la fin de la scolarité de l'enfant. Logique. C'est logique. C'est génial. Premier cycle ou... Non, à la fin de sa scolarité. Complète. Voilà. Et donc, si votre gamin s'est planté sur ses évals de de CP ou de CE1, eh ben, ça va le suivre et peut-être lui nuire jusqu'au bout de sa scolarité. Non, mais c'est n'importe quoi. En entretien d'embauche. Oui, Laurent CP, je vois là que vous avez eu un 6. Alors, en plus, je vous parlerai pas en détail des évaluations, c'était une aberration. Tu as débordé du dessin. Tout ça pour dire que... Tu es viré. Et alors, non. toutes ces données tu ne sais pas jouer de la flûte. Toutes ces données qui, j'espère, sont cryptées,
sont gérés par Google, pas par Google, par Amazon Web Services. Mais bien sûr. Voilà, on n'est pas capable en France d'avoir des serveurs pour l'État, pour les ministères qui soient hébergés en France. Il y en a un gros, un très très gros, ouais. Un gros énorme. Il est chez toi, alors. C'est la database de l'administration fiscale, et ça je peux te dire elle pèse dans le game. Celle-là, elle pèse lourd, et je peux te dire qu'elle est en France. Ouais. Et en fait, on ne sait pas où elle est. Enfin, il y en a plusieurs, on ne sait pas où elle est. Il paraît qu'il y a des gros bidasses qui tournent autour comme ça, avec des inspecteurs, et qui se tiennent par la main avec des inspecteurs des impôts. mais les infos concernant vos enfants, vous pouvez être sûr qu'elles sont à l'étranger, elles vont être reprises par tout le monde. C'est génial. Non, j'exagère. Non, mais il faut faire attention avec ça. Mais c'est aberrant. Mais c'est des données stratégiques. C'est des données stratégiques. Ouais, mais les données sur les enfants, c'est des données stratégiques. Faut pas tirer sur le fournisseur du service. Là, faut tirer plutôt sur les personnes qui se servent de ce service-là. C'est-à-dire qui a développé sur ce service-là, qui ne l'a pas sécurisé. Parce que actuellement, les serveurs chez Amazon, il y en a en France. Il y a 2 data centers en France. Donc il n'y a pas de raison de pouvoir l'héberger en France maintenant. Alors, c'est assez récent, il y a quelques années, il y a 2 ans. Et après, sécuriser, bien sûr, mais c'est les développeurs qui n'ont pas fait le travail nécessaire pour sécuriser ça. Donc c'est toute une sensibilisation à faire au niveau des développeurs. C'est ce que Microsoft fait beaucoup, c'est-à-dire que là, il pousse énormément là-dessus à communiquer sur sécuriser, les bonnes pratiques, etc. C'est ce qu'on va voir demain, vraiment dans l'expérience. Ils vont pousser plutôt ça. Là, ils en ont parlé d'un point de vue stratégique. Sécuriser les données, sécuriser l'IA, le big data, oui, mais sécuriser, etc. Mais pour en revenir à ton sujet, c'est sûr. Plus l'utilisation de ces services-là que la faute d'Amazon derrière. Oui, bien sûr. Encore une fois. Ouais. Non, mais on ne sait pas exactement ce qu'ils ont fait. C'est juste... il faudrait qu'on consacre une émission à cette histoire, ou une partie en tout cas, parce que dans le détail, c'est un truc assez hallucinant ce qui s'est passé. Mais tout ça pour dire que Microsoft, tu viens d'en parler, a aussi pris un autre tournant très intéressant, c'est celui de l'IA, justement. Et alors là... ils ont de l'avance face à tout le monde, j'ai l'impression. Ouais, ils avaient lancé un bot sur Twitter très fort. Oui, c'est vrai, je me rappelle plus de son prénom, mais oui, qui était devenu néo-nazi en moins de 24 heures. Le point Goldwyn le plus rapide de l'histoire pour une IA. Exactement, c'est ça. Ils sont pas en avance, mais ils sont dans le peloton de tête. Amazon est pas mal aussi là-dessus, à ce niveau-là. Ils ont des services intéressants, mais moins régionalisés, moins. Et Cortana, c'est leur série à eux. Non, Cortana, c'est mort. Cortana, c'est pas. En fait, c'est l'assistant personnel, vocal, interactif, si tu veux, que tu utilises en tant que consommateur de l'écosystème Windows, qui utilise ces services d'intelligence artificielle derrière. Bah oui. Mais ça repose sur des services que eux proposent aux entreprises pour pouvoir développer d'autres services, d'autres produits par-dessus. Ce qu'ils appellent les cognitive services. Donc c'est l'ensemble de tout ce qui permet de faire du développement sur leur intelligence artificielle derrière. Donc, ils ne sont pas en retard, ils sont pas premiers non plus leaders, je ne sais pas. En tout cas, ils sont un peu longtemps de tête. Microsoft et Azure et Amazon avec Web Services sont des trucs intéressants. On a Alexa qui est pas mal aussi chez Amazon. Les services derrière, chez Amazon, sont du même niveau. La reconnaissance d'images, la reconnaissance vocale, la détection en fait, dans les images, c'est un truc très intéressant. Je ne sais plus trop ce qu'il y a. Et après, il y a tout ce qui va être machine learning et big data sur la prédiction à partir des données. Ah, le machine learning. Herbie, on sent que ça te fait souffrir tout ça. Non, mais bon, j'en entends un peu parler dans le boulot, je vois des fois passer des petites choses, et surtout sur toutes les merdouilles non supervisées et les joies de ce qu'on fait avec ça, ou de ce qu'on ne fait pas d'ailleurs. D'accord. Oui, mais il y a de tout. C'est-à-dire que c'est des buzzwords maintenant dont tous les marketeurs se sont emparés. Big data, c'est pareil, big data. Les big data, oui, c'est ça. Mais c'est un peu passé de mode. Le big data. Tu fais un peu tocard quand tu es sur le big data. C'est vrai. Alors, ils en ont beaucoup parlé aujourd'hui dans la journée business encore, parce que Big Data, tu mets ça derrière l'Internet des objets et la collecte en masse de beaucoup de données en fait. Et en fait, l'intelligence artificielle et tout ce qui va être prédiction de données, catégorisation, etc., vient avec le volume de données. C'est-à-dire que tu n'as pas d'IA si tu n'as pas de données. Donc l'enjeu de collecter des données, il est toujours là. C'est juste que maintenant, on valorise plus juste le big data pour faire de l'analyse, on le valorise pour dire maintenant, on en fait de l'intelligence artificielle, parce qu'on peut aller beaucoup plus loin que juste vous faire des jolis tableaux de bord, avec des graphiques, des machins interactifs. Maintenant, on va pouvoir vous dire ce qui va se passer, on va pouvoir vous dire de faire attention à faire ça en préventif, parce que y a quelque chose qui va casser, vous allez tomber sur un trou, parce que on sait que ça va se faire. Voilà.
prédictive. Oh, qu'est-ce que c'est agréable d'avoir un spécialiste derrière un micro, tu vois, leur ton père. Hein, il parle bien, il raconte des choses intéressantes. On devrait inviter les gens comme ça plus souvent. Fais-lui un gros chèque pour qu'il vienne. Le même que tu m'as fait. Oui, ben voilà. Tile, c'est ça, c'était Tile, l'IA qu'on avait sur Twitter. Merci Nico. Merci. Oui, non, l'intelligence artificielle chez eux, ils ont plusieurs offres de services et il y a des trucs intéressants sur. Alors, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, dans la plénière, petite parenthèse sur la journée, retour d'expérience, dans la plénière, dans la keynote qu'ils ont faite aujourd'hui, ils avaient le sous-titre automatique qui était affiché. Donc, ils filmaient la scène. Comme chez Google. Tu avais un live en direct, tu avais le sous-titre automatique, et le truc, il marchait, mais ça dépendait des personnes qui parlaient. C'est-à-dire que tu sentais que ça fonctionne sur la reconnaissance vocale, et en fait, tu l'entraînes à reconnaître des gens et à traduire le texte en même temps, et au bout d'un moment, il comprend. Et tu sentais qu'il y avait des speakers qui étaient venus, des entreprises extérieures, donc tu avais un gars de Sanofi qui était venu, tu sentais qu'il n'était pas dans le panel des gens qui ont été utilisés pour entraîner l'IA. C'est-à-dire que le mec, on reconnaissait rien à ce qu'il disait, mais le truc, il produisait des mots quand même, des trucs qui voulaient rien dire. Et c'était mortel de rire. Donc en fait, c'était une journée très business, hyper sérieuse et tout ça. Et pendant la keynote, t'avais l'audience, 4000 personnes dans le grand amphi qui étaient pétées de rire. et le mec derrière l'écran qui comprenait pas ce qui se passait. Alors, et ça c'est très intéressant parce que je lance pas la pierre à Microsoft parce qu'ils ont voulu essayer ça, mettre ça en avant, mais ça montre en fait les limites de l'exercice de l'IA et du machine learning, c'est que ça dépend réellement des données que tu mets dedans. Ça fait pas de miracle, c'est-à-dire que là, la personne elle articulait pas hyper bien, il répétait beaucoup, il y avait des petits mots il bégayait, ou il y avait des etc. Et du coup, foncièrement ça marchait pas derrière. C'est pas. Celle qui marche très bien, celle de YouTube avec les sous-titres. Le truc est hyper balèze. Elle marche bien en anglais avec du texte en anglais quoi. En français aussi. Ouais, ça marche souvent mieux en anglais ces services-là, effectivement. Mais le sous-titrage automatique en anglais est hyper balèze. Bon, on n'en est pas encore à Star Trek à traduire en direct. Ce que j'allais dire, l'IA, elle a plein de limitations, mais qui sont aussi quelque part un reflet des limitations de l'humain. Je vais rebondir un petit peu sur l'affaire du petit bot sur Twitter qu'on avait transformé en Asie. C'était les tweetos qui avaient fait bouffer. De ce que j'avais lu quand même, apparemment, Microsoft avait fait la même expérience quelques temps auparavant avec des écoliers chinois, ça s'était très bien passé. Et le seul reflet que ça montre, c'est qu'en fait, quand tu formes une IA ou un gamin en lui apprenant de la merde, ça devient un gros con. Oh bah quelle surprise. Non, mais c'est vrai. Et pour rebondir sur le sous-titre, je veux dire c'est la même chose. Si ta seule façon d'apprendre l'anglais c'est d'écouter les speakers de la BBC, le jour où tu es face à un redneck du fin fond du Middle West, et tu vas aussi galérer autant que l'IA qui fait les sous-titres pour en fait, c'était une IA trop littéraire. Elle avait l'habitude de discuter avec des gens bien, et ils ont balancé un mec de chez Sanofi, Synthé Labo, quoi. Alors, c'est ça. Alors c'est très intéressant, et je vais ouvrir encore plus ta remarque, c'est-à-dire que ça c'est un vrai sujet sur l'IA, c'est ce qui s'appelle les biais cognitifs en fait. Et les données qu'on fournit à l'IA en fait, c'est là-dessus qu'elle va apprendre, mais du coup elle va apprendre que là-dessus. Donc si tu lui fournis qu'un sous-ensemble en fait des données réelles qu'elle va pouvoir rencontrer, elle va être capable que de traiter ça. Oui. Et tu as des exemples en fait qui sont montrés dans le domaine de la RH, notamment pour l'aspect traitement de CV en masse et recrutement, etc. Et tu te rends compte que l'IA qui est entraînée sur nos habitudes de recrutement actuelles va reproduire les mêmes biais en termes de sélection en fait entre hommes-femmes, etc. Et du coup, c'est pas la solution miracle. Ouais, ça, je l'ai vu, l'IA, c'est vendu et énormément mis en avant, mais c'est pas une solution miracle. L'IA qui était traitée avec ça, effectivement, dès qu'elle voyait un CV féminin, elle descendait automatiquement la note d'évaluation. Enfin, l'IA étant un mot un peu inapproprié parce que c'est pas vraiment des IA, c'est du. Ça dépend ce que tu appelles une IA. Il n'y a pas vraiment d'IA aujourd'hui. Il n'y a pas une réelle IA. Il n'y a pas d'IA au sens de l'IA forte. Voilà, c'est ça. C'est marketé comme ça actuellement. C'est-à-dire que tout ça, c'est mis dans le giron de l'IA, l'intelligence artificielle, dans le sens où ça fait des choses en automatique à ta place, et ça réfléchit quelque part. Mais un système expert. C'est ça. Oui, c'est plus ça d'ailleurs. Un peu plus évolué, mais. Pour toi, Christophe, qui t'intéresse quand même vachement au sujet, c'est quoi l'avenir de Microsoft ? Il s'oriente vers quoi, d'après toi ? Alors, je pense les numéros du loto de la semaine prochaine, aussi, du temps qu'on y est. Non, mais je suis pas sûr que. Enfin, il y a des indices probablement. La stratégie. C'est très bien parce qu'on s'est pas concerté, mais en fait, j'avais pris quelques notes et en fait, tu suis pour l'instant mon fil conducteur. C'est ça, les journalistes de qualité. Du web. Ah oui, puis Nico Poppy nous dit qu'il faut que tu rentres. Hein, il est temps que tu rentres. Parce qu'il a kidnappé Manès. Donc, je suis obligé. Il l'a gardé en otage. Je fais une petite parenthèse sur la partie HoloLens quand même qu'ils ont mis en avant, mais c'est pas vraiment leur avenir. C'est-à-dire que là-dessus ils ont lancé un truc et ça a pas vraiment mordu sur le grand public. La Mixed Reality. À la Mixed Reality, ouais. Et en fait ils commencent à trouver leur public là, mais du côté business. C'est-à-dire que cette année j'ai vu des HoloLens partout. Ouais.
Ça fait 1 an, 2 ans que ça commence à prendre, mais vraiment dans le domaine du B2B. Du B2B. Donc, mais c'est le pas grand con. public, rien, mais le B2B. Et leur VR, en fait, leur système, alors je sais pas quelle brique ils ont développé pour la VR, mais en fait ils ont développé avec des constructeurs des casques Microsoft. Il y a dû y avoir du Acer, il y a dû y avoir de Lenovo, je crois. Lenovo, Acer et Lenovo, tout à fait. C'est ça. leur partenaire habituel, quoi. Et ben, moi je les ai testés grâce à Posty, mais c'est pas mal du tout. En fait, c'est la VR qui prend pas. Oui, mais c'est une première brique. Je pense qu'ils sont pas pressés, Microsoft. Ils se donnent le temps de développer des choses, contrairement à une époque où ils étaient peut-être un peu plus le couteau sous la gorge et ils ont laissé tomber la téléphonie parce qu'à mon avis, ils se sont rendus compte que c'est un marché sur lequel ils n'arriveraient pas à gagner. Ramer beaucoup trop d'argent pour voilà. peu de part du marché. Et finalement, ces petits développements, enfin petits entre guillemets. Ils le font pour pas louper le coche au cas où. Ouais, mais justement, c'est vrai. Opportuniste. Mais ce que dit Christophe, qui est pas faux non plus, c'est que je pense que c'est plus pour le domaine du B2B que pour le grand public. Et que si ça, finalement, se développe au niveau du grand public, ça sera tant mieux. Mais c'est pas ce qu'ils recherchent réellement. Et HoloLens, c'est vrai que j'ai vu aussi des démonstrations qui sont vachement impressionnantes. Ah non, c'est très intéressant. Alors, on va toujours parler du champ de vision, mais en fait, c'est plus ça la problématique. Maintenant, c'est plus le domaine d'application. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va en faire finalement. Et jusqu'à présent, c'était pas clair. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu vas en faire. Bon, ok, ils ont mandaté un studio de jeux vidéo pour démontrer en fait la plateforme technique, dire ah non, on peut faire des trucs vachement intéressants. Et puis aussi défricher les enjeux d'expérience utilisateur, d'ergonomie. C'est-à-dire que comment tu vas représenter l'interaction que tu as avec ce monde-là virtuel. Et ils ont travaillé là-dessus, et c'est encore un sujet actuellement. Et là, ils sont en train de trouver des domaines d'application. Et alors, pas Microsoft directement, mais tous les partenaires en fait, de leur écosystème trouvent des domaines d'application dans différents métiers. Voilà, donc dans la maintenance, dans la formation, dans le médical. C'est l'héritage de la réalité augmentée, c'est la partie, c'est la brique techno qui leur manquait pour que ce soit vraiment bien. Mais là maintenant, c'est pas con parce que effectivement, tu es en train de toucher une machine industrielle ou je sais pas quoi, et devant toi, tu as le schéma qui se superpose à la machine et tu sais où il faut foutre la main. C'est la RA qu'on a eu à une époque, il y a 10 ans. Sur les tablettes où on pouvait justement regarder en temps réel incrustés par-dessus. On mettait les bouts de carton. Ah ouais, la RA, on l'a eu dans plein d'applications téléphoniques aussi. Et maintenant, ça arrive sur HoloLens, c'est logique. On est dans l'évolution technique. Mais oui, alors tu as bien fait de faire la parenthèse HoloLens parce que j'y pensais plus, mais ça nous permet aussi de balayer un spectre assez vaste et on se rend compte que Microsoft, ils ont mis le pied dans vachement de domaines de la techno. On s'éloigne de la question qui était l'avenir de Microsoft. Oui, mais il a d'autres briques à rajouter, j'ai l'impression. Alors, voilà, je ferme la parenthèse HoloLens. L'avenir, je pense qu'il tourne encore plus vers le cloud. Donc, ils vont continuer à pousser sur l'IA et sur leur offre de services qui va avec, mais ils vont tourner encore plus vers le cloud et on sent ce virage-là, y compris côté consumer. C'est-à-dire que Windows 10, il n'est plus payant. Les mises à jour, elles sont régulières, elles sont plus payantes. Et petit à petit, on va se tourner vers un Windows as a service également. C'est-à-dire que tu vas avoir toute une partie de Windows qui va être en fait par abonnement à côté. C'est-à-dire que tu vas avoir une partie sur ton PC, mais une partie qui va être abonnement. Xbox, c'est pareil. On parlait de la plateforme xCloud pour faire du cloud gaming, mais ils ont remis en avant leur Xbox Game Pass qui permet de faire un abonnement à un catalogue de jeux, un petit peu le Netflix du jeu, si tu veux, si je peux faire le parallèle. Donc tout ça, en fait, c'est toute une offre de service. En fait, ils déclinent leurs différentes divisions, leurs différents business en offre de services. Pour les jeux vidéo, d'ailleurs, il y a d'autres studios de jeux vidéo, je crois Electronic Arts peut-être entre autres, qui sont tous effectivement en train de se tourner vers cette formule effectivement d'abonnement où après tu peux accéder un peu à tout ce qui traîne dans le catalogue. Je sais pas qui est le premier à l'avoir fait, mais entre Adobe avoir proposé la Creative Clouds et Microsoft Office 365 où c'est pareil maintenant pour avoir Word et Excel t'es obligé de t'abonner, c'est pas bête. Moi, je l'ai fait pour l'entreprise, parce que ça simplifie la vie. Non, puis c'est rentable. C'est devenu intéressant. C'est-à-dire que c'est vraiment... Et nous, on a fait le passage d'un point de vue business pareil. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était encore en train d'acheter des licences. Et on se rend compte que, en fait, dans le pack d'offres de services Office 365, tu as aussi maintenant du stockage dans le cloud. Tu as aussi les mails, tu as aussi Skype, tu as aussi Teams. Tu as tout ça. Et en fait, tu dis, quand tu cumules tout ça, c'est bien. Le niveau business, c'est rentable. Et ça t'évite d'acheter différents services qui au final te coûtent plus cher. Donc ils ont bien calculé en fait leur offre de services pour que les entreprises maintenant franchissent le pas comme toi. Petit tout rentre d'ailleurs. Pour conclure sur l'avenir en fait de Microsoft, il y a un sujet sur lequel ils se sont lancés, moi qui me passionne parce que j'ai envie de comprendre et j'ai envie d'aller plus loin là-dessus, c'est l'informatique quantique.
Ah. Voilà. Et en fait, ils ont mis ça en avant, c'est très récent, il y a 1 an, 2 ans. Donc c'est issu beaucoup de domaines de la recherche. Et donc c'est complètement une nouvelle démarche, une façon de penser, en fait, la manière dont on développe et dont les ordinateurs vont réfléchir. Et en fait, c'est pas les seuls. Hein. IBM, du coup, est revenu là-dessus, pousse beaucoup aussi sur l'informatique quantique. Et on va pas y couper, c'est-à-dire que ça va pas être un remplacement de l'informatique qu'on connaît actuellement, ça va être un élément complémentaire, un complément qui va être dédié à certains types de calculs. Et actuellement, donc, on commence à donc ce sera un premier domaine d'application, en fait, si on peut dire, de la mécanique quantique dans l'informatique. Mais là, en fait, on se rend compte que on commence à savoir faire certaines choses, à savoir manipuler un petit peu ça, mais d'un point de vue développement, il faut tout repenser. C'est-à-dire que la manière dont on développait des logiciels, on ne pourra pas la porter sur l'informatique quantique. C'est-à-dire qu'il faut repenser complètement la manière dont on va développer, parce que c'est pas du tout logique par rapport à ce qu'on a l'habitude de manipuler actuellement. Et ça, c'est quelque chose qui me passionne parce que c'est nouveau, parce que on ne sait pas encore ce qu'on va en faire de tout ça. On sait le potentiel qu'il y a derrière, on ne sait pas si on va pouvoir aller jusqu'à aller le valoriser, aller le chercher. Et Microsoft pousse énormément également là-dessus, notamment en proposant un langage de programmation dédié à ça, en mettant en avant une plateforme, puisque tu as un simulateur qui permet de pouvoir exécuter ça localement sur ton PC. Et évidemment, ils vont proposer ça en tant que service. Ils vont avoir des serveurs sur Azure qui vont te proposer de faire des calculs quantiques chez eux. Ça va y venir. Mais c'est un domaine qui est en plein défriché là-dessus. En effet, ça c'est... Bon, ils sont pas lancés dans le domaine spatial, pas encore, ça pourrait arriver. Ils feront peut-être des OS spatiales. Fusée Microsoft. Paul Allen, lui, Allen, était passionné par l'aviation et par l'espace. Malheureusement, il n'a pas été au bout de son développement, mais peut-être qu'un jour Microsoft s'y mettra aussi, ça serait pas impossible. Bon, est-ce que toi, Herbie, tu es prêt à décoller dans d'autres sphères ? Alors Herbie ce soir nous fait du recyclage. Hein. Oh le vilain, il me l'a dit tout à l'heure. On s'est pas bien présenté. Je recyclage intéressant. Moi je fais dans le durable. Hein. Tout à fait. Bien joué. Bon, belle pirouette. C'est parti pour la rubrique SF de Herbie. Oui, alors effectivement, comme tu dis, je vais faire un petit peu de recyclage, c'est-à-dire que je vais vous placer une chronique que j'ai écrite pour une autre émission à laquelle je n'ai pas pu participer. C'est vrai. Qu'on a reçu il y a quelques numéros Ounia. Bah oui, donc, le chanteur. J'avais un peu réfléchi à propos de la musique et de l'imaginaire, il y avait quelques petites choses sympathiques à dire. Et puis comme je n'ai pas pu participer à l'émission, je trouvais que c'était un peu dommage de ne pas placer cette chronique un jour. Et puis les dernières émissions, j'ai fait un peu le tour déjà de mes dernières lectures, et comme il n'y a rien eu de transcendant dernièrement... Et c'est le temps de dèche. Voilà. Oui, mais tu vois, j'avais une petite chronique en réserve quand même. Donc, prévoyant, tel l'écureuil stockant ses noisettes. Tu stockes tes chroniques. Je stocke mes chroniques. Tu es scrap. Voilà, scrap. Voilà, donc. Alors, je vais vous parler un petit peu de la musique. Alors, c'est un thème que j'avais déjà évoqué il y a moult temps dans une chronique précédente. Alors, je vais vous parler d'abord de 2-3 auteurs très rapidement, en fait, d'auteurs francophones de science-fiction. Ou d'imaginaire, mais qui sont liés un peu à la musique aussi. Le premier, c'est le assez quand même reconnu Jean-Claude Dugnac, qui est entre autres un spécialiste de la nouvelle. Mais oui. Et ce qu'on ne sait pas forcément aussi, c'est que c'est un parolier de chansons. Hein. Il a eu pas que la nouvelle, hein, c'est aussi un... Ouais, mais son œuvre est essentiellement constituée de nouvelles. Donc il a aussi, lui, écrit un petit peu des paroles pour diverses chansons, alors pas des grands tubes connus, mais... il a sa petite production et il dit régulièrement que les 3 sous que ça lui rapporte, ça lui permet de se payer 3 petits cadeaux à Noël. Le deuxième auteur auquel je pense, c'est Karim Berouka, qui est un auteur assez décalé dans ce qu'il écrit, mais qui, avant de devenir auteur, je dirais essentiellement dans les années 2000 et 2010, il a été un peu quand même auparavant connu comme étant chanteur et parolier du groupe Ludwig von 88. Et le troisième, eh bien, c'est Roland Wagner, qui est non content d'être un grand auteur de la SF française, a aussi été lui chanteur et parolier dans un groupe qui s'appelait Brain Damage. Et c'est si vrai, ma mémoire est bonne, il a même d'ailleurs utilisé un petit peu certains des textes qu'il avait écrits pour ce groupe dans son grand chef-d'œuvre Rêve de gloire. Lui aussi, il fait du recyclage. Et le thème de la musique, et en particulier du rock, est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouvait assez régulièrement dans son œuvre.
Alors ensuite, je vais sortir du champ de la littérature pour m'intéresser justement à la musique elle-même. Et à 3 artistes en particulier qui me tiennent un peu à cœur et qui ont un certain rapport avec l'ASF et l'imaginaire de façon un peu plus large. Alors le premier, c'est le compositeur de musique contemporaine Philip Glass. Entre autres parce qu'il a écrit donc un certain nombre d'opéras dont 2 d'entre eux sont en fait des adaptations de romans de l'auteur, c'est suédoise je crois, Doris Lessing, qui était quand même prix Nobel de littérature, et qui a écrit une série de 5 romans de science-fiction, la série Canopus dans Argo, qui sont actuellement édités d'ailleurs par les éditions La Volte. Et 2 de ces livres, The Making of the Representative of Planet 8 et The Marriage Between Zones 3, 4 and 5 ont été adaptés en opéra par Philip Glass. Il a aussi fait une adaptation en opéra de La chute de la maison Usher de Poe. Il a adapté Le procès de Kafka. Et c'est aussi, en dehors de ses œuvres de musique, on va dire, classique habituelle, c'est aussi un compositeur qui a pas mal travaillé pour le cinéma, qui a notamment signé quand même plusieurs BO, dont celle de Candyman, de The Truman Show ou des 4 Fantastiques, pour rester dans les titres de l'imaginaire. Et en dehors de ça, il est aussi assez connu pour avoir réalisé, entre autres, la mise en son de la trilogie documentaire de Godfrey Reggio, Koya Niskatsi, Pouaskatsi et Nakoya Skatsi, dont certains des éléments musicaux ont été repris un petit peu à gauche à droite, en particulier dans l'adaptation cinématographique Watchmen, où les séquences autour de Dr Manhattan reprennent des éléments assez connus de Koya Skatsi. Alors, ensuite, je vais faire une petite transition vers le deuxième artiste, en parlant justement des symphonies 1, 4 et 12 de Philip Glass, qui sont des symphonies qui sont intitulées Low, Heroes et Lodger. Et les fans de musique plus rock auront connu 3 titres des albums de David Bowie, puisque ce sont en fait 3 œuvres qui ont inspiré ces fameuses symphonies à Philip Glass. Alors David Bowie, outre d'être un artiste que j'apprécie beaucoup, c'est un type qui s'est beaucoup appuyé sur l'imaginaire, et en particulier la science-fiction, à travers un petit peu toute son œuvre en fait. Alors je vais vous citer quelques titres un petit peu rapidement et les idées qui sont derrière. Par exemple, dans l'album The Man Who Sold the World, il y a le titre Save Your Machine, dans lequel en fait il est question d'un ordinateur omniscient qui se lamente qu'on lui fasse trop confiance. Il y a aussi le titre The Superman, où il est question de sorte de surhomme d'un passé très lointain, avec une espèce de petit côté Lovecraftien. Il y a évidemment tout l'album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, qui démarre avec 5 Years, qui correspond en fait au temps restant avant la fin du monde. Starman, avec l'arrivée depuis le ciel d'une sorte de messie qui doit venir d'un messie alien qui vient pour sauver l'humanité. Lady Stardust, qui parle justement de ce personnage. Et tout l'album est porté avec justement le fameux personnage de Ziggy Stardust, une sorte de rockstar alien doublé d'un messie, et qui va être une des, peut-être la première, et des multiples incarnations, des multiples avatars de David Bowie au cours de sa carrière. Ensuite, dans Aladdin Sane, on aura un titre, par exemple Driving Saturday, dans lequel il est question d'un futur dans lequel les gens ont finalement oublié comment faire l'amour. Donc ils vont c'est bien dommage pour regarder des pornos, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. L'album Diamond Dogs démarre lui avec Future Legend, où il est à nouveau question d'un monde, il est la question d'un mode post-apo. Et puis dans l'album, on va trouver des titres comme 1984, donc 1984, et Big Brother, qui sont évidemment des références très parlantes à l'œuvre de George Orwell. Un peu plus loin, il y aura l'album Outside, fait avec Brian Eno, qui là est un album concept autour d'une sorte de dystopie avec toute une histoire racontée à travers l'album. Son album Hours, qui est en fait la bande originale du jeu Omicron The Nomad Soul, auquel on lui a demandé un petit peu de participer pour une petite chanson, puis il s'est un petit peu emballé et on a écrit un album complet. Son compère Gabriel Reeves, lui, a écrit tout le reste de la musique du jeu vidéo, et David Bowie apparaît, ainsi que sa femme et un ou 2 autres membres de son groupe sont carrément incarnés dans le jeu vidéo. Dans un club, il danse et tout. Ouais, c'est génial. Il est excellent bien ce jeu. Super bien. Et jusqu'à son dernier album, Black Star, dans lequel on trouve Girl Loves Me, dans lequel on trouve à nouveau des petites références à 1984, et puis le titre éponyme de l'album, Black Star, qui raconte une espèce d'histoire assez étrange, où on semble être dans une espèce d'univers fantastique, et où le clip d'ailleurs vidéo qui accompagne le titre est aussi étrange en fait que la chanson qu'elle représente. Et à côté de son œuvre purement musicale, David Bowie aura aussi une carrière d'acteur.
d'interprète, et avec en particulier là aussi quelques rôles assez liés à l'imaginaire, puisque c'est lui qui a incarné L'Homme tombé du ciel, qui était une adaptation du roman de Walter Tevis. Il a joué, si je dis pas de bêtises, aussi dans le film Labyrinthe. Et tout à fait. un de ses derniers rôles, ce fut Nikola Tesla dans Le Prestige, qui était donc là aussi l'adaptation d'un roman de Christopher Priest. Excellent film. Et puis c'est un auteur compositeur, un auteur, un acteur qui a aussi influencé en fait le genre de manière un peu plus générale, l'imaginaire. Alastair Reynolds, l'auteur de L'Espace de la Révélation, une des novellas dans cet univers s'appelle Diamond Dogs, comme l'album du même nom. Et dans les autres petites inspirations qu'il a provoquées, le personnage de Lucifer dans Sandman, qu'a créé Neil Gaiman, et puis qu'ensuite Mike Carey et Peter Gross ont mené à travers tout un comics, un physique qui est tout simplement effectivement inspiré par David Bowie. Alors, la transition vers le troisième artiste, elle va encore reposer sur cette fameuse trilogie berlinoise, Law, Heroes et Lodger, puisque à cette époque, au milieu des années 70, David Bowie part s'installer, je crois, avec Iggy Pop à Berlin. Et en arrivant dans la ville, ils vont commencer par être hébergés par Edgar Froese, qui est en fait le fondateur et leader du groupe de musique électronique Tangerine Dream. Groupe qui démarre son activité en 1967, qui a donc fêté ses 50 ans l'année dernière. Et un groupe... Ça nous rajeunit pas. Ils sont si anciens que ça, ce groupe. Mais comme la plupart des grands groupes des années 80. Hein. Alors c'est un groupe d'ailleurs qui a maintenant la particularité, puisque Edgar Froese lui est décédé début 2015, un an avant David Bowie. Et les trois membres actuels du groupe ne sont pas du tout des membres d'origine, puisque le seul qui restait depuis bien longtemps maintenant était Edgar Froese. Et en fait, ils sont tous nés après la création du groupe. Puisque le groupe fêtait ses 50 ans l'année dernière, et les trois membres restants, Thorsten Köchning, Yoshiko Amane et Ulrich Schnau, sont entre 35 et 40 ans. Alors, ce groupe a quand même composé, donc ils ont une discographie qui s'étale sur plus d'une centaine d'albums, dans lesquels on trouve entre autres là aussi des albums avec des thématiques assez inspirées par l'ASF ou l'imaginaire un peu plus généralement. Ouais, et puis il y a de la merde aussi. Comme Hyperborea. Non mais il y a des trucs bien, mais il y a des grosses daubes aussi. Il y a plein de choses bien. Goblins Club, Mars Polaris, Chandra the Phantom Ferry, des inspirations littéraires aussi pour certains albums, là aussi assez rapprochés parfois de l'imaginaire. Il y a évidemment l'album Tiger qui reprend des textes de William Blake, la trilogie Inferno, Purgatorio et Paradiso inspirée par l'œuvre de Dante Alighieri, The Island of the Fae d'Edgar Allan Poe, The Angel of the West Windows de Gustav Meyrink, Finnegan's Wake ou Le Château de Franz Kafka. Et à côté de tous ces albums studio, c'est aussi un groupe qui s'est lancé, qui a eu pendant une bonne quinzaine d'années, a aussi beaucoup contribué à des bandes son pour le cinéma ou la télé. Alors sur des œuvres purement imaginaires, ils ont mis en son La Forteresse Noire de Michael Mann, qui était une adaptation du roman de F. Paul Wilson. Il y a eu Charlie. Ils ont fait la bande son américaine du Legend de Ridley Scott. Oui, alors c'est un film qui a eu deux bandes son. Alors ça, on va oublier. Hein. Alors, je vais vous expliquer, parce que alors, ça, c'est un pur scandale. Parce que, s'il faut retenir un truc bien des BO de Tangerine Dream, c'est vrai que celle de La Forteresse Noire est très chouette. Moi, je l'aime beaucoup. Le Legend aussi est bien. Alors, non, parce que Legend, c'est pas Tangerine Dream. Legend, c'est Jerry Goldsmith. Hein, et Tangerine Dream, ils ont fait une espèce de sous-daube. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le film de Ridley Scott est sorti en Europe avant de sortir aux États-Unis, avec le magnifique score de Goldsmith, qui est un des plus beaux qu'il ait composé. Et le film n'ayant pas marché en Europe, les producteurs américains n'ont rien trouvé de mieux que se dire, bon allez, on va faire un montage un peu plus... On va faire un truc un peu plus pop, quoi. Un peu plus dynamique. On va virer le vieux Goldsmith, là, et puis on va mettre un groupe à la mode. Allez, Tangerine Dream. Et ils ont dû composer le truc en 12 jours, quoi, ou en 5 jours. Ils ont fait une espèce de cagade numérique, mais c'est innommable, quoi. Quand t'entends le score ciselé au magnifique score symphonique de Goldsmith... Faut pas te faire Goldsmith avec Mr. D. Espèce de d'étron musical de Tangerine Dream. Ah non, c'est horrible, quoi. Donc non. C'est Goldsmith, Non, mais non. c'est la... Pas Legend. Mais pas Legend. Et Legend qui inclut la chanson Love by the Sun, interprétée par John Anderson,
Et je m'en fous. De Yes. On a aussi Aux frontières de Yes, l'aube. no, tout ce que tu veux. Ah oui, Aux frontières de l'aube, de c'est Catherine sympa. Bigelow. Et Hors Imaginaire, il y a eu le premier film sur lequel ils ont travaillé, c'était Le Convoi de la peur de William Friedkin, The Sorcerer. Il est sorti il n'y a pas longtemps au cinéma. Le Solitaire de Michael Mann, Risky Business, Flashpoint, L'affaire Wallraff ou encore Le Bayou de Konchalovsky. Donc le groupe existe toujours. Le dernier album en titre, Quantum Gate, a lui des inspirations assez tirées justement par la physique et en particulier la physique quantique. Bah oui. Et ça s'arrête pas, hein, ça continue. Quand Microsoft sortira son premier OS quantique, c'est eux qui feront le... La VO. Non, ils feront le bling de démarrage, quoi. Ah ouais. Le son de démarrage. Ça serait génial. C'est marrant. T'imagines le bug quantique. Ah, ton ordinateur disparaît. Ouf. Et l'OS disparaît. Ce serait extraordinaire. Comme un certain nombre d'autres groupes et artistes un peu connus, on a aussi un peu réutilisé certains de leurs thèmes un petit peu à gauche à droite. Et on a entre autres trouvé, il y a eu le générique de la très éphémère série Tonnerre Mécanique, Le Parc, voilà. Donc LS Street Hawk de l'album Le Parc, et l'émission... C'était vraiment de la merde cette série. L'émission qui s'appelait L'Avenir du Futur aussi, qui a repris une partie de l'album Rubicon en tant que générique. Oh ouais, mais bon... Oui, enfin, t'as 3 espèces de notes et 2 bloup. Attends, je vais te trouver, moi, le générique de l'Avenir du Futur, tu vas comprendre. Trouve-nous aussi celui de Tonnerre Mécanique. Ouais, d'accord. Et dans les influences beaucoup plus récentes, et qui sont un petit peu connues du public geek, il y a Stranger Things, puisque les compositeurs... Alors, d'abord, il y a... c'est pas eux. La bande originale de Stranger Things contient de très nombreux extraits de musique de l'époque ou de d'autres époques, d'ailleurs, parce qu'il y a un évangéliste des années 90 qui traîne dans un épisode. Et donc des extraits de tout un tas de musique, dont justement différents extraits de Tangerine Dream. Mais le thème principal réalisé par un duo de compositeurs, lui est effectivement original, mais est très influencé par Tangerine Dream, puisque c'est clairement une influence qui est justement revendiquée par les compositeurs en question, qui cherchaient justement à retrouver ce style musical. C'est lequel ça ? Ça c'est Tonnerre Mécanique. C'était quoi l'histoire ? Un mec sur une moto. Alors, c'est un mec sur une moto dégueulasse avec des effets spéciaux dégueulasses. Si tu veux, c'est K2000 ou Supercopter, K2000, mais avec une moto. Ah, génial. Ouais, c'est pas K2000 parce qu'elle est pas intelligente la moto. Oui, y a pas de gars. C'est Supercopter. Non, c'est Supercopter en moto. Ouais, plutôt, Voilà, ouais, c'est ça. Mais en cheap, en très cheap. Ouais. Ah, j'adore. Et alors, faut voir les images où en fait, pour montrer que la moto va très vite, ils ont filmé le mec en moto et ils ont passé le truc en 5 ou 6 fois. C'est exceptionnel. C'est dégueulasse. Exceptionnel. J'en perds mon français, mon latin. Les scénarios sont à chier. Une douzaine d'épisodes à tout casser. Je vais regarder cette. Mais faut regarder au moins un ou deux. Avec un générique comme ça, il y a c'est plus génial. de 12 épisodes. Et alors, pour la petite histoire, donc en Merci, particulier Mr. avec les réalisateurs avec lesquels ils ont travaillé à plusieurs reprises, il y a Michael Mann. Et en fait, ils se sont lancés... Edgar Froese, en fait, Michael Mann s'est décidé de lancer dans une série télé, et Edgar Froese n'y croyait pas trop, il n'a pas voulu faire la bande-son de cette série télé, il a décidé de faire celle d'une autre dans laquelle il croyait, à savoir Street Hawk, le tonnerre mécanique, et celle qu'il a refusé de faire, c'est Deux flics à Miami. Oh le con. Aïe. Il a eu tort. Il a bien fait. Il a bien fait parce que du coup on a un Parce très que bon la choix. BO est très bien. La BO de Flic à Miami. Et bien elle est mythique. Voilà l'avenir du futur. Ouh, ça fait futuristique. C'est le futur. C'est vieux. Le futur. Le futur est déjà là. Il est près de vous. C'est C'était l'avenir pas mal, hein, du futur. pour l'époque. Mais bon, L'avenir du futur. c'est 2 notes, quoi. C'est clair. Bah, Mais ça- toi, mais tu attends, peux- et Alors- excuse-moi, mais deux notes, c'est le requin dans la mer, dans les dents de la mer, hein, deux notes. Hein. Et d'autant plus que là où c'est pas je me terrible. permets de contredire un peu Ah, moi je trouve que ça David, marche, ça fait le. ça c'est fait le taf. que Oui, c'était pas mal. Rubicon, là ce que tu es en train d'insulter, c'est justement considéré c'était comme bien, parmi c'était les bien, meilleurs, c'était la meilleure bien. Non, période je rigole, du groupe, je c'est le rigole. début des années 70, et c'est ce qu'on appelle du séquenceur, qui à l'époque était des putains d'armoires normandes, enfin avec des câbles partout, tu passais des heures à programmer l'engin, et Tangerine Dream a probablement été le premier groupe, c'était Christopher Frank qui s'occupait en particulier de ça, qui ensuite fera toutes les BO de Babylon 5, Oui, et c'est ça vrai. a été le premier groupe à utiliser un séquenceur en live.
En live? Ah, ils avaient le gros truc Sur scène. extraordinaire. Oh, ça devait être génial. Non, mais c'est bien. Non, Et donc tout le défi était de. Je déconne, de faire, c'est des bons souvenirs de faire musicaux. évoluer les séquences. Comme Oxygène, comme toute sur, cette période. Et où je pensais à ça. Moi, j'adorais Jean-Michel Jarre avec Non, mais les c'était concerts sympa. monumentaux Mais qu'il moi, faisait. Vous vous Jean-Michel souvenez, Jarre. vous Non, vous mais souvenez, Oxygène, sa harpe c'est la laser. même époque que Ouais. Tangerine Dream, hein, Il que avait- il la avait des grande gants, époque. il avait des très gants, chouette. Très, très Non, chouette. mais des gants en Christophe, toile tressée pour à cause de la chaleur des lasers. Oui, des lasers, et couper les lasers pour faire de la musique, c'était génial. La harpe extraordinaire. laser, Ça, c'est ouais. le- pour le coup, ça fait tu- vraiment futur. Tu hein. peux la Regarde trouver sur net. regarde chorégraphie, en plus. le concert, Waouh. le concert à Houston, ou celui qu'il avait fait À la auprès Défense. vers les pyramides. Il avait fait en Égypte, il avait En fait un Égypte, concert ça. sur les pyramides, je crois. de Oui, mémoire. oui, il y en a eu Et un. non, mais franchement, mater les concerts de Jean-Michel Jarre à l'époque, c'était des shows mais monstrueux. Mais c'est quoi. un showman, cet homme. C'est un choix, et surtout de la musique électronique, et tout était en temps réel. Et il avait aussi son piano qui formait un arc de cercle autour de lui. Oui, Et il jouait plus de touches. Et surtout, quand il appuyait sur les touches, elle s'illuminait. Quoi. C'était non seulement musical, mais aussi visuel. C'est son et lumière avec Ah, Michel complètement. Jarre. Puis la musique, enfin, je veux dire, les albums de Jean-Michel Jarre sont quand même assez sympas. Enfin, moi, personnellement, j'aime beaucoup. C'est un peu mal vieilli, mais Non, mais il a eu une grande époque. Hein. Il a une grande et puis époque. c'est un type malin. Enfin, il a fait des choses malin. Tu voulais, Maline, tu voulais ajouter quelque chose, Ah ouais, dans Christophe? ce cas-là, il faut sortir le générique de notre émission de Retro Gaming. Tu verras, c'est dans la même veine. Tu recherches ben, Retro écoute, on va Gaming Bros, retrouver tu ça. verras, Ouais. c'est- en c'est tout cas, exactement pareil. magnifique Électro, rubrique Herbie. Oui, super intéressant. Merci. C'est fini déjà ou pas Faut que Ah tu oui. recycles. Oh non, c'est pas possible. Faut que tu recycles plus souvent, Herbie. C'était Non, mais génial. c'était super intéressant. Non, Moi, mais j'ai c'est- vraiment oui, plein oui, de trucs et tout. c'est David Bowie, vraiment- t'as envie d'avoir un documentaire Ouais, sur alors, l'univers science-fiction de Alors, sauf Bowie. qu'on va me T'as râler pris dessus, des notes, comme Moi, j'ai pris des notes, d'habitude. je trouvais ça super Et intéressant. Ça va dire rien, on Mister. va, non, on va me râler dessus. On va me dire, oui, mais alors pourquoi il nous parle pas de bouquins, il lit plus rien, gna, gna. Et il l'a dit au début, Mais il a il a rien. dit, j'ai compris, hein. Alors, Lisez attends. Frunk, c'est très bien. Ouais. Oh, il y a un bon Ça beat. claque. Il y a un côté trône. Hein. Exactement. Ouais. Et aussi Demo Maker. Exactement. Il y avait des musiques de Demo Maker en S3M qui étaient géniales. Mais oui. Les modes de l'époque, allez, c'était. C'était génial. Par contre, il y a des petits Le soucis. son, il claque un peu là. Là, ça sature, ouais. Mais c'est fait exprès, non? C'est fait exprès. ça. Ah ouais. En fait, ça fait, c'est Mais impressionnant. il est bien le Non, mais il est jingle. chouette. classe. Non, mais il Très faut sympa. le voir en vidéo. Allez voir ça sur RGB. Salut. Et voilà, on a Christophe dans l'image, dans le son. dans le C'est son. Inception. C'est Inception total. Ah, c'était pas pour ça. Non, non, c'était il faut que je pour personne retrouve. n'a fait penser à ça. Moi, c'était quoi? C'est Cream of Earth que j'adorais. Je me fais de la pub à moi-même, Mister D, mais quand on avait fait la Captain ça. Academy C'est dans l'apéro Romeo du Knight. Captain, c'était le numéro 60, enfin, je sais plus, tapé Captain Academy, j'avais fait un dossier juste avant sur la musique tracker. Ah, belle époque. Ouais, Bah et oui. moi quand j'étais plus jeune, je déteste quand je dis ça, j'avais un logiciel qui pouvait lire les S3M et autres trucs et qui Ouais. était capable de gérer les samples. Je crois que j'avais une AOE32 à l'époque. Ah oui. Et il y avait des compositions de ouf. Ah non, mais il y en avait qui faisaient des trucs de malade avec. Il y avait des trucs de malade. C-Beat 1990, Romeo Knight, Cream of Earth, pardon, un de mes morceaux préférés sur Amiga. Ouais, ça c'est de la musique S3, mais c'était sur Amiga qu'ils avaient commencé parce qu'ils avaient les chipsets Laura et Paula, je crois, qui géraient la musique. C'était un truc de malade. Mais ça revient beaucoup, hein, le fait qu'il y ait des DJ qui font de la musique en 8 bits, etc. Chiptune, ouais. Il y a ouais, peut-être une forme- c'est ça. Alors là, tu rentres dans un écosystème. Alors là, je vous recommande notre podcast. Ça s'appelle les démons du midi, qui sont faits par des journalistes de chez Gamecult. Et ils mettent souvent en avant justement des personnes. C'est bien, hein. Mais il y a des trucs, ça c'est En sympa, club. mais Non, il y a celle-là est il y a des super. trucs à côté de ouf. Ah oui, non, mais je les connais, je les ai eus. Hein. Je dois J'ai avoir encore les Christanaka. disquettes. Hein. J'ai un CD à la maison avec, je crois, 2-3 000 musiques codées en S3M avec tous les Pour samples. faire ton et tout. ménage le dimanche, tu mets ça à fond. Mais carrément. Alors, ce qui est marrant avec ce morceau de Romeo Knight, c'est que ça, c'est le morceau d'origine, hein, c'est le morceau d'époque, mais il a été rejoué, resamplé. Il y a plein de versions, dont des versions de très très bonne qualité, parce que là, en dehors de la prouesse technique de la composition, le morceau est bon. Le thème musical est, Ouais, ça est fonctionne, chouette. hein. Mais va rechercher des vieilles démos PC qu'ils avaient, J'en ai, qu'ils faisaient dans les démo makers. Il y a des compos musicales, Ah non, mais des trucs géniales, incroyables. incroyables. Alors si vous voulez vous faire plaisir, vous cherchez Chip Tanaka.
Ouais. C'est un artiste japonais du coup, ou Ip Tanaka, il a un SoundCloud où effectivement il fait ça. Donc il fait de la chiptune en club. En fait c'était un ancien, il faisait de la musique de jeux vidéo à l'époque où c'était du 8 bits. Oui. Et maintenant il fait ça en DJ en club avec pareil. Oui, de la là, chiptune, ça commence de plus en plus. Hein. Mais il y a même des clubs qui font, il y a même des groupes en club qui utilisent des Game Boy en fait, Ouais, avec les séquenceurs Game Boy. Moi, en j'ai- plus de- j'ai- Sur YouTube, il y a, on peut trouver les concerts de Chip Tanaka, enfin les animations de soirée, hein, parce que il est DJ derrière son écran. Hein. Vous trouverez ça sans difficulté. Moi, j'ai du mal là parce que ça rame, mais je Il y ne a, sais y pas a un pourquoi. groupe français qui fait comme ça de la musique, un Game Boy, c'est un groupe pas très connu qui s'appelle Pain Perdu, qui fait de la musique à partir de Game Boy et ils font des trucs super bien. Mais je crois qu'ils ont un SoundCloud aussi, mais c'était vraiment très bien. Ça, c'est Chip Tanaka, ça. Ouais. Le morceau fait 43 minutes. On va peut-être pas l'écouter en entier. Non, mais bon, c'est drôle. Non, mais il y a des images qui vont avec. Hein. Donc, Là, c'est un peu crado, là. Ah, il y a de tout, hein, Il y a c'est de tout. expérimental et tout. Il y a des Ouais. machins. Bref. Tu l'as marrant. dit. Bon. En tout cas, merci Herbie, c'était une belle rubrique. Bah de rien. Bon, et si on se rentrait là, parce qu'on est pas loin des 2 Et heures. Christophe, il en peut plus. Là. Christophe, il a eu sa dose, je pense. Depuis un quart d'heure, il Il veut déplace sa récupérer chaise vers sa la NES. porte. Il est levé récupérait depuis sa 5h du matin. Oh Christophe. là Ah oui, là là là. mamie. Bon, bah merci beaucoup Christophe, c'était passionnant. Moi j'ai appris des choses évidemment sur Microsoft, mais je savais que tu aurais des choses intéressantes à nous dire, c'est pour ça qu'on t'a fait venir. Et on était ravis de te recevoir. C'était un plaisir. Alors on te retrouve, on va le répéter, hein, on te retrouve sur... Alors moi personnellement sur Twitter essentiellement, Chris Kamikas, et sinon après pour toutes les émissions que je peux animer ou qu'on a dans le groupe, donc c'est studiorenegade.fr. Vous avez tout dessus, allez voir, vous avez toutes les émissions, le lien vers la page Twitch, pour nous soutenir aussi si vous voulez le faire. Mais il faut... Nous on a un vrai Tipeee, hein, il est là. Hein. Mais nous aussi, Déjà, nous aussi. Alors nous, il est pas encore là, mais il va pas tarder. Enfin, quand vous écouterez cette émission MP3, il sera là. Je suis sûr qu'il sera là. Et sinon, c'est tous les mercredis soirs à partir de 20h en général, à peu près. Je suis quasiment tout le temps là. Et d'ici 3 semaines, on aura un invité. Alors, attention, news exclusive pour la TG. Mais de la musique Mister D. Attends, On a bah fait- oui, je vais mettre un... Mais je un vais truc, mettre un truc, suspense, qu'on ait peur, quoi. Ouais, alors c'est parti. Vas-y, mais Rendez-vous vas-y, Christophe. vas-y, je à sais fond, pas, à fond. je sais Je pas. vais monter le suspense. Alors, dans 3 semaines, le mercredi, attention, numéro, je me rappelle plus, le 28 novembre, invité exclusif dans Beats. Nous allons recevoir quelqu'un qui développe sur HoloLens dans le B2B. Voilà. Il est capable de faire des dinosaures sur HoloLens. Oui, ils l'ont fait. Et ben voilà pour la Jurassic Con. Voilà, c'est que j'allais de faire La venir. Couscodé, c'est la Couscodé maintenant. La là. Couscodé. Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai préféré Quoi, à droite Jurassic Con, c'était plus sympa. D'ailleurs, on se fait plaisir en écoutant cette magnifique musique de John Williams. Et il faut qu'on prenne des nouvelles de la Couscodé. Mais oui, ça avance à Vichy, qu'on prenne nos places. Mais oui. Et nous irons leur ton père. Ah oui. Hein, Et moi Herbé, tu viendras, tu seras moins loin. Et toi, moi parce que tu seras Ah bah moins évidemment. vert. Et moi, Mais oui, on on t'emmène. m'emmène. Enfin, toi, t'es... Uniquement si tu viens en costume de dinosaure. ça. Ah mais moi je prends le cosplay là, viens le Moi, Raptor, moi, c'est je incroyable. prendrais celui de Captain Web. Diplodocus toi, ça sera T'as pas très de bien. bras là, le truc. Eh, pas de Ah ouais, mince. mais tu sais qu'il a le Capitaine Web. Hein, Ouais, le il a dinosaure, tous les le trucs dinosaure possibles. gonflable. moi qui lui Et offre. on l'avait utilisé sur scène. Ça C'était devait avoir son génial. petit effet. Et il dansait au milieu de la foule dans son costume. de dinosaure. C'est vrai. On avait mis 20 minutes pour le gonfler. Il avait perdu le truc qui gonflait le costume de La dino. valve. Ça, on avait tout répété pour que ça se passe nickel pendant le concert. Et il va changer et tout. Il pète le truc et tout. Il ramassait les piles dans le noir. C'était l'enfer. Toi, t'étais là, Mister D. Ah oui, j'étais là. Et bien, ouais, j'ai mis 20 minutes aussi à mettre mon costume de Marc Vador. C'était l'horreur. Ça marchait pas, rien ne fonctionnait. C'était épique, hein. Ouais. C'était vraiment épique. Et même hippique. Exactement. Donc, dans 3 semaines, suivez sur Studio Renegade. C'est sûr, ça sera sur Beats. Ça sera dans Beats. Ça sera dans Beats. D'accord. Super. Merci beaucoup. Christophe, de toute façon, il y a le live qu'on va arrêter là et donc qui sera disponible. Merci Herbie. Bah de rien. Merci. Bon retour chez toi. Merci Ludmi. Mais de rien. À la prochaine fois. À la Merci prochaine. Lord ton père. C'est ça. Et puis on se retrouve pour une prochaine émission. Alors maintenant on Un prend le podcast sans réflexe. accro, voilà. On a un podcast sans accro. Alors n'oubliez pas maintenant, il faut mettre la cloche sur le YouTube. Voilà. Faut Non, mettre un commentaire. le pouce vers le haut. Et le pouce bleu, mais ça n'est pas terminé. Maintenant, il faut faire le Tipeee. Hein, le Tipeee. Les 5 étoiles sur YouTube. Sur les 5 iTunes. étoiles, les 5 étoiles sur iTunes et sur toutes les autres conneries où on se trouve.
Ouais. Soutenez-nous. Merci. On a besoin de vous. Ouais, enfin bon, on le dit à chaque fois, mais je crois qu'ils en ont marre. Ouais, mais il faut répéter. Bon, on vous embrasse, studiorenegade.fr. Merci encore Christophe. Merci beaucoup Merci pour l'invitation. Et puis, à bientôt les amis. Un À podcast très bientôt. sans Sans accroc. accroc.